Parole véritable. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Ah. Bienvenue à tous. Yup. Parole véritable. Wow. DJ Flexstar, le Bougarno. Wow. A.K.A. Arnaud Automatique, Arnito, Arnitendo, Arnaud Crime et Botanique. Voilà. Ça commence, j'aime quand ça commence comme ça. Revue véritable. Flexiano Ronaldo. Flexiano Ronaldo. Flex Terminator. Flexstar Skelta, vous connaissez tout ça. Funk Master Flexstar. C'est lui. Non. Il a fait mélanger trois mecs. Laisse tomber. Parole véritable. Yes. Revue véritable, qu'est-ce que c'est? On prend un album, on le dissèque, on en discute ensemble, on se pose des questions sur sa genèse, comment on l'a connu, etc., l'impact qu'il a eu sur la culture et tout. Et on finit par le tiercé. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument du rap américain, du rap tout court, un monument du hip-hop, Mobb Deep, Hell on Earth. Très important. Le troisième album de Mobb Deep. Ouais. Souvent, les gens pensent que c'est le deuxième, mais ils obligent Juvenile L. Donc, 96. Novembre 96. Novembre 96. Le 19 novembre 96. Exactement. On aime la précision chez... Parole véritable. Voilà. C'est important parce que cet album-là, classique, incontesté, voilà, ne tournons pas autour du pot, c'est un classique. Ouais. Et c'est important parce que la personne qu'on a pour disséquer cet album aujourd'hui, là, c'est quelqu'un de très exceptionnel qui a travaillé avec ces personnes-là, notamment. Il est sur de cet retour. Album-là. Il est de retour avec nous. Yes. Il nous a fait le plaisir déjà de nous abreuver de son savoir il y a quelques temps de ça. Il est de retour sur Paris. Mais comme on est chez Parole Véritable, on soigne la présentation, toujours l'introduction. Donc, nous ne sommes pas des docteurs, mais on sait soigner la présentation. C'est très important. L'homme qu'on a avec nous, c'est quelqu'un de très important de la culture, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, ou comme on s'est dit tout à l'heure, mais en vérité, le monsieur est un photographe, directeur artistique, un créatif, un pionnier du hip-hop. Un pionnier, il est là depuis le début. Faut bien le préciser, pas depuis longtemps, depuis le début, voilà. Et il est encore là aujourd'hui, encore actif, encore sharp. Voilà. On balance les EK. On peut l'appeler Arménie Blanco. Arménie Code. Giorgio Arménie. Arménie Black. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Elle est pas mal celle-là. Monsieur Armen. Armen Hammer. Il joue toutes les caméras. Arrêtez-le, il est dangereux. Comment va Armen? Comment vas-tu? Ça va les gars? Merci de me recevoir à nouveau. Ouais, merci d'être venu, franchement c'est incroyable. Les retours, bon, ils sont sur l'émission qu'on a fait en France, ils sont incroyables. Les gens ont apprécié ton honnêteté, ta bonne humeur, ton bon état d'esprit. Ouais. Et souvent, tu sais, on parle des anciens comme des gens un peu aigris, un peu ceci, un peu cela. Ben, on leur a prouvé le contraire. Ouais. Avec une interview fraîche, pleine d'humilité, malgré le parcours que tu as. T'es encore très humble. Moi, je sais pas si je serais aussi humble. Je le ferais, mais bon, c'est bien de voir des exemples comme ça. Bon, enfin bref. Aujourd'hui, bon, j'espère que tu vas bien, que tu es toujours content de revenir ici. Toujours. De toute façon, comme on dit, parole véritable un jour, parole véritable toujours. Là, c'est la vie. C'est comme le hip-hop, ça t'attrape et ça te lâche plus. Bon, Mobb Deep, Hell on Earth. Hell on Earth. C'est bon, on t'écoute. Limite, très important. Non, en fait, comment ça se passe, les revues véritables, on fait le tour de table pour comment on a reçu l'album chacun, parce que c'est trois expériences différentes, forcément. Absolument, ouais. Et le contexte, surtout, parce que le contexte, si tu l'as connu le jour même, et si tu l'as connu 10 ans après, ou 20 ans après, c'est pas pareil, tu vois ce que je veux dire, par rapport à la réception. Ensuite, l'héritage, les anecdotes, les morceaux, les plus impactants, et tout le tralala. Et on finit toujours par un tiercé, quinté ou quinté plus. Il y a des mecs qui trichent un petit peu à gauche, ils font des trucs, ils rajoutent des tiercés. T'as dit quoi? T'as dit tiercé, quinté plus. Ouais. Quinté plus, c'est 6.
5 plus 1. Ah, mais pour aller là-bas. J'ai jamais débordé. Non, j'ai jamais débordé. Surtout tiercé. Non, c'était quinté normalement, non? Tiercé aussi. Non, tiercé ou Tiercé, quinté, c'est quinté. 3 ou Non, 5. quinté et tiercé. Dans le hip-hop, c'est top 5. Bah ouais, on est d'accord. Donc Five voilà, donc Mike, c'est quinté, voilà. top five. Ah, mais des fois, il y a quinté plus. Quinté plus. Ouais, mais quinté plus, tu peux. Oui, c'est au cas où s'il y en a un qui passe pas. Ok, ok. Oui. Donc, bon, on va commencer par notre invité. Yes. Comment es-tu tombé sur cet album? Alors, bah, comme tout fan de rap, tu suis un groupe qui est parmi ton groupe préféré. Parce que- Ok. Mais je l'ai déjà. Je le connais par cœur. Non, bah, comme tout fan de rap, tu vois, t'écoutes un album et puis tu suis la carrière des artistes. Surtout quand c'est des artistes qui marquent clairement une époque Ah, ben là, comme eux, comme Mobb Deep. Et puis, même si Juvenile Hell, ça m'avait pas autant marqué qu'Infamous, mais une Bien fois sûr. qu'Infamous est sorti, c'était... Il y a un avant, un après, clairement. hein. Et c'est marrant parce que, pour en venir vite fait à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est leur 3e album et tout le monde pense que c'est leur 2e album. Mais ce qui est généralement curieux, c'est que dans le parcours d'un artiste de manière générale, ton premier album, c'est toujours Tape Pierre à l'édifice, ton classique. Et le passage le plus dur à passer, c'est le 2e album. Et par rapport à Mobb Deep, c'est très curieux parce que Juvenile Hell, ils sont trop petits. Ouais. Donc on peut pas vraiment les considérer juger, presque comme bien leur sûr, premier album, bien mais sûr. pourtant ça l'est. Et quand tout d'un coup Infamous devient leur premier album, on se dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire après? Alors que eux, ils ont marqué le coup sur leur 2e album et ils renchaînent 3e album. Quelques mois après. Mais bien. Vraiment, C'est clair, c'est clair. C'est clair. Vraiment. Quelques mois après. Ouais. Non, et puis forcément, ça marque tout, parce que ça marque les gens avec l'entourage avec lequel je traîne à ce moment-là. On est tous fans de Mobb Deep, même si le mot fan, c'est un peu compliqué à assumer, tu vois, mais... Amateur de la musique, voilà, voilà. Et puis, tout le rap français, quoi. Tu vois, Vraiment. Ah ben, Non, mais clairement. il y a pas, surtout de cette époque-là, mais il n'y a pas un fan ah, mais c'est... de rap français qui est pas fan de Mobb Deep, quoi. Tu vois, mais enfin, bon. Mobb Deep, à la limite, c'est l'équivalent du pape dans le rap, c'est vrai. pour le rap français, à cette époque-là. Ouais. Ah, c'est clair. Pendant 10 ans, on a entendu que la fameuse caisse claire de Havoc, là, on a entendu pendant Ouais, 10 piges. ouais, entre autres. Ok. Donc toi, bon, on sait que t'es souvent à New York. Tu bossais souvent sur New York, donc tu prenais en photo les artistes pour différents magazines. Pour Plus trucs. spécifiquement de label de Loud à l'époque, parce qu'on avait une connexion là-bas dont j'ai parlé la D'accord, dernière d'accord. fois Ouais, effectivement. dans l'émission. Mais surtout parce que moi, mon envie depuis le début, c'était de... Loud, c'est toujours un label qui a choisi des artistes qui étaient presque pas bankable en vérité. Il y en avait aucun de ces artistes-là ne sortait vraiment des singles radio. Enfin, je veux dire, même si à l'époque single radio, ça voulait tout dire et rien dire, parce qu'on parle du milieu des années 90. Le rap, c'est encore une niche. C'est énorme aux États-Unis, mais c'est une niche commerciale en vérité, tu vois. Même si ça vend des disques et tout, mais t'as pas de Jay-Z à ce moment-là, t'as pas de l'équivalent d'un Ja Rule, t'as pas d'un 50, t'as pas tout ça. Le rap, c'est vraiment hardcore en vérité. À part Biggie qui arrive. Et encore, quand Biggie arrive, il est hardcore de malade mental. Quand t'écoutes Ready to Die, il y a peu de singles dans Ready to Die, tu vois. À part, ils ont été obligés de remixer Big Papa pour que ça passe en radio. Mais en vérité, tout l'album, c'est hyper Kaira à fond. Ouais, et là, on parle d'un label comme Loud, qui a Wu-Tang, qui a Sadatex, qui a Dead Prez, qui a Mobb Deep, qui a plus tard Big Pun. Donc, c'est pas facile, quoi. Casser la Douellaz. Enfin, ouais, sur le papier. Pas à l'époque de Hell on Earth, mais par la suite, tu vois. Donc, si tu veux, c'est un peu un truc. Mais comme nous, on est tellement fans de Mobb Deep que moi, une de mes missions premières quand je travaille avec les magazines, c'est de shooter Mobb Deep. Je veux absolument les shooter, puisque en fait, l'idée dans mon catalogue photo, c'est de shooter tous les artistes que j'aime. Et c'est impossible. Groupe ingérable, problématique. Ils font une sortie d'album pour Hell on Earth. Ils louent une péniche à New York. Ils vont sur le river. Ils ont une embrouille avec le journaliste de The Source qui date d'un truc, d'une chronique qu'il avait faite où il avait dû dire qu'il n'aurait pas bu, qu'il n'a pas plu. Les mecs balancent le journaliste par-dessus bord. Ils ont balancé le journaliste Par-dessus dans le river. Dans le river. C'est le quiz, mec. Non, ça a été une histoire de C'est ouf. le quiz. Et donc tu vois, c'est ça. Et le gars, notre connexion qu'on avait à l'époque, me dit Amen, laisse tomber, on n'arrivera jamais à voir Mobb Deep.
C'est impossible de les avoir. Ils sont complètement, enfin, ils sont pas du tout carrés dans le sens, ils ont pas compris. Tu sais, ils sont trop dans l'univers Queensbridge. Ils ont pas capté Ils sont trop Kaira. le truc de la promo, à quel point, tu vois, ça les dépasse pour eux de faire de la promo pour la France. Tu vois, pas qu'ils veulent pas le faire, mais c'est que pour eux, c'est les US, c'est-à-dire qu'ils sont pas intéressés. Et j'ai compris après pourquoi, mais je vous expliquerai. Et donc du coup, je me retrouve un jour dans les bureaux de Loud. Je suis avec David Comeyas ce jour-là. On est pour l'affiche. On vient pour faire un autre groupe, je sais plus qui c'est. Et là, rentre dans les bureaux Prodigy avec son fils, Chaka. Son fils, il a 1 an, même pas 1 an. Et il rentre avec son fils. Et c'est la première photo de quelqu'un lié à Mobb Deep que j'arrive à faire. Et donc, je me contacte avec Prodigy, je connecte avec Prodigy ce jour-là. On est en 96. Donc, peu de temps avant la sortie. C'est début 96, donc c'est bien peu de temps avant la sortie d'Hell on Earth, en vérité. Mais j'ai jamais shooté Mobb Deep. Donc, je lui dis, quand il est là, je lui dis, bon, est-ce qu'il y a moyen de vous faire? Est-ce qu'on peut pas vous capter, machin, nanana? Ouais, pas de souci, vois avec lui, quoi. Tu vois. Le truc donc Mobb Deep conduit gentiment à l'américaine. Et il faut qu'on attende leur arrivée en France pour le concert qu'ils avaient fait à Bercy pour que je puisse les shooter pour la première fois. Tu vois? C'est des années après. Non. Le concert à Bercy, c'est 96 ou 97. Okay. Mais Hell on Earth, c'est pas sorti à ce moment-là. On est encore sur The Infamous. Ou peut-être qu'Hell on Earth, c'est sorti. NS, il sort en 19 novembre 96. Parce que Keith Murray sort le 26. Est-ce que c'était ce concert à Bercy? Je me demande si c'était pas en mars 96. Mars 96. Mars 96. Donc novembre après. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est mars 96, c'est le concert à Bercy. Et le novembre, c'est Hell on Earth qui sort. Okay. Et donc, du coup, le concert à Bercy, j'arrive à faire des photos de Mobb Deep. Trop content. Mais là, ils sont à Paris, donc c'est beaucoup plus gérable, pardon. Ils étaient avec Big Noyd et concert mémorable. Dans le Bercy. Tout ce que tu peux imaginer de Kaira qui existe dans Paris. Paris et sa région. Tous les loupards, tous les tout ce que tu peux imaginer était là. Ah ouais. Avec première partie Mafia Underground. Ah ouais. Qui se plante complètement parce que Sully B, il est dans son délire. Puff Daddy, Sean Combs. Et ils arrivent en mode bad boy sur scène. Je me souviens, Sully B, il est en pot de pêche, Sean John, incroyable. Il se met à danser derrière les rappeurs et tout, tu vois. Mais ça passe, parce qu'il est comme Sully B, c'est quand même un putain de producteur. Et le groupe, mais pour nous, en termes d'image, ça allait pas du tout, tu vois. Okay. Deuxième acte derrière, la Clica. Qui performe pour la première fois, pas de place pour les traites sur scène. Tu vois. Ah, c'est sérieux. Et sérieux. La mouche aussi, elle trouve c'est sérieux. Et après, bien sûr, on Mobb Deep. Et alors, l'anecdote dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'à ce moment-là, les mecs qui font le service de sécurité des gens qui organisent le concert, parmi eux, Petit Charles, et qui est Jean Gabin, qui va les voir et qui leur dit, je vous préviens, si dans 1h15, vous êtes si vous sortez avant 1h, il va y avoir un problème, il y a un gros problème. Et donc, c'est la première fois que Mobb Deep fait un concert de plus d'1 heure. Ah ouais. Qui a été terminé sur les 20 dernières minutes par Big Noyd. Parce qu'ils ont pris un coup de pression de Jean Gabin. Merci à M. Jean Gabin. Merci vraiment. Et donc, du coup, quand ils sortaient d'ailleurs, je crois qu'ils ont fait 1h15 de concert, ils se prenaient dans les bras tellement c'était exception pour eux. Ils n'avaient jamais fait un concert aussi long, quoi. Et puis surtout, aussi long avec une telle ambiance. Ouais. C'est pas parce que je t'explique, le truc qui commence, t'entends le piano de Survival of the Fittest. Dun, 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 dun. Et là, tu t'entends tous les lascars de incroyable. Paris, de César. Incroyable. Et là, les mecs qui font ah ouais, bah là on y est, quoi. Tu vois. À Paris, en France, quoi. Paris, en France, et c'est comme ça. On est Mobb Deep, on est des mecs du Queen, on fait. C'était, les gens, honnêtement, je te dis la vérité, hein, je pense que je serais pas le seul à le penser, mais c'était le pape qui venait visiter ces trucs. T'avais l'impression que c'était complètement dingue. Et donc là, je shoot Mobb Deep pour la première fois. Hell on Earth sort, et on a la chance d'être envoyé à New York à ce moment-là. La sortie d'Hell on Earth, et là, je shoot Mobb Deep pour l'affiche, mais à la sortie d'Hell on Earth. Ah ouais. Incroyable. Propre. Vraiment. J'enchaîne. Enchaîne. Comme tu veux. Vas-y, j'enchaîne. Moi, comme j'ai dit, quand on a fait la vidéo avec Sindano Kassongo, Big Up. Ouais, Infamous. Big Sin, ensemble. Infamous. Moi, Mobb Deep, je les découvre avec cet album, avec Hell on Earth. Avant Infamous. Avant Infamous. Donc tu connaissais pas Shook Ones Partout, tu connaissais pas. En fait, j'avais entendu Shook Ones, mais en fait, comme ils sont sortis sur 2 années, pour moi, c'était, j'avais pas
distinguer les albums. J'avais 12 ans à l'époque, 11 ans, 12 ans, donc j'avais pas distingué les albums, tu vois. Donc pour moi, j'entends Hell on Earth. Non, j'avais entendu Shook Ones déjà, mais l'album que j'identifie, Mobb Deep, c'est Hell on Earth. Ouais. Et j'entends Frontline, Hell on Earth, Frontline. Tout. C'est des années où je commençais à vraiment où on m'achète Iron Man de Ghostface et le Loonies Opération Stacola, c'est mes deux premiers albums. Du coup, ça y est, là je suis dans le rap américain, j'écoute. Et nos cousins qui prêtent l'album à mon frère, on écoute. Et j'écoute Hell on Earth, etc. Je kiffais, mais pas plus que ça. Quelques années plus tard, je deviens DJ. Et l'un des premiers vinyles que j'achète, c'est celui qui est juste derrière toi là. Frontline, Hell on Earth. Avec marqué son vieux tag. Ouais, je te jure. Un truc dégueulasse. Je vais vous le dire, on va reparler du style. J'achète ça, et c'est là que vraiment je rentre dans le Mobb Deep, je comprends les albums, le truc et tout. Et c'est là que je comprends la science de Havoc, de Prodigy, de leur duo, de Queensbridge, de ce qu'ils racontent et tout, parce que très tôt, on a essayé de comprendre l'anglais, donc on prenait des dictionnaires, des machins, on demandait à la prof d'anglais, comment on dit ça veut dire, faut pas dire ça. Enfin bref. Et c'est vraiment là que je comprends le Mobb Deep, truc, et un peu plus après et tout, et je reviens sur leur discographie régulièrement et tout. Et c'est bizarre parce qu'il y a des albums, tu l'écoutes une première fois, ça te procure une certaine satisfaction et tout. Tu l'écoutes une deuxième fois, une troisième, et c'est à la 10e fois, ça te débloque un truc. Tu te dis, mais attends, waouh, mais j'ai pas compris que ça, machin, ceci, cela, et tu commences à comprendre la science de Mobb Deep et tout. Et bon, depuis, après, voilà, ça s'est rentré dans mes classiques incontestables, incontestés et tout. On a acheté tous les vinyles, tous les trucs et tout. Et moi, le regret de ma vie, j'ai vu tous les concerts, hein. Les seuls mecs que j'ai pas vus officiellement en concert, c'est Mobb Deep. Je les ai vus au K54. Bon, il y avait Prodigy et Havoc. Mais à chaque fois qu'il y avait un concert de Mobb Deep, il y avait un problème. Moi, j'étais broke. J'avais pas d'argent. Moi, j'ai vu, moi. Mais je les ai pas vus en concert. Je les ai vus 3 fois à Paris. Je les ai vus à Londres. Pareil, concert mémorable. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai cru qu'on allait mourir. Carrément. Pareil. C'est-à-dire que ce que je vous raconte de Paris, il y a eu l'équivalent à Londres. Sauf qu'à Londres, les mecs sont restés dehors le concert. Et quand le concert a commencé, c'est-à-dire quand ils ont dit que c'était l'heure de commencer, la salle était à moitié pleine. Je l'ai en vidéo en plus. Et au moment où ils mettent le premier, je crois que c'est Give Up the Good, ils ont commencé par ça, où t'entends la caisse claire. Mon gars, les portes se cassent de toute l'arena. Et là, t'as 10 000 lascars qui rentrent dans la salle. Gratos. Défoncer les services d'ordre. Je l'ai en vidéo. C'est pas, je mens pas. Et là, tous les mecs qui sautent en l'air. Et même Mobb Deep, ils hallucinent. Parce qu'en fait, au début, ils arrivent, la salle, c'est plus ou moins normal. Et là, tout d'un coup, ça rentre de partout dans la salle. Une vague qui arrive comme ça, tu dis... C'était dingue. Incroyable. Franchement, c'était ouf. Et à chaque fois, ces concerts, ça, je les ai vus aussi à BB King, pas BB King, à SOBs, à New York. Enfin bon, après, que les vraies places. Ah oui. Bah, SOBs, c'est tout petit. Hein. Comparé à là où je les ai vus à Londres ou même Bercy à Paris, c'était chaud. Enfin, Bercy, c'est pas le grand Bercy, c'est la petite salle de Bercy derrière. Mais bon, déjà, par rapport à ce qu'il y avait dedans, ça suffisait. Hein. C'était la guerre. Toi, du coup, comment tu découvres cet album ? Cet album-là, j'ai connu des années après. Parce que moi, en 96, en fait, on ne pouvait pas se concentrer sur plusieurs albums en même temps, vu que moi, j'avais 7 ans, je rentrais dans le rap. Donc moi, 96, moi j'étais dans It Was Written, Fuji The Score, Busta Rhymes The Coming. Ouais. J'étais pas voilà. Quand tu vois le check, tout ça. Donc moi en fait, j'ai vraiment écouté cet album-là sérieusement des années après, peut-être en 2001, 2002, juste avant que America's Nightmare sorte. Vraiment, c'est à ce moment-là, sachant que on est dans le 91. Il y a une spécificité particulière. L'exception culturelle du 9-1. Tu sais que Greeny, c'est West Coast, c'est Down South, machin, tout. Mais, sauf Mobb Deep. Mais Mobb Deep, c'est ce que j'allais dire. Mobb Deep est rentré là-bas. Et cet album-là, le morceau Hell on Earth Frontline, il a réussi à rentrer là-bas. Sachant que les mecs du Queens, comme ça, Mobb Deep, CNN, tout ça, dans notre zone, ceux vraiment qui comment dire ça, qui s'identifient en fait à ce son-là,
c'est les gars du Canal. Parce que eux, Canal, CNN, CNL, ça vient de là. Ok. Et les mecs de Corbeil et des Tarterets, eux, ils étaient grave là-dedans. Et Vigny aussi, on était grave dans Mobb Deep. Enfin, nos grands, ils étaient grave dans Mobb Deep. Mais surtout, plus dans cet album-là que dans Infamous ou dans... Il y avait du respect pour les Shock One, pour les Survival of the Fittest. Mais La Cité, le morceau Hell on Earth, Mobb Deep, ça tournait dans les voitures déjà. Ouais. Donc cet album-là, c'est La Cité en fait qui nous a amené dans cet album-là. Okay. Et après, on a fait des recherches, on s'est rendu compte que on va faire le parallélisme, on va faire le jumelage entre certains rappeurs français, certains morceaux de rap français, où on peut retrouver une certaine paternité en fait dans cet album-là. Ah, complètement. Je pense que c'est assumé le truc. Hein. De toute façon, clairement, Mobb Deep, pendant 10 ans, ça a phagocyté le rap français, c'était le son Mobb Deep. Moi, je faisais des prods aussi. À l'époque, j'ai commencé dans le début des années 2000, de 2001, 2002. Et les mecs, même en 2001-2002, le mec, Mobb Deep, ils voulaient tous du son. Un piano larmoyant, une caisse claire. C'est pas compliqué, jusqu'à Westside. Tout le rap français, c'est Mobb Deep. C'est vrai. Ben, 10 ans, c'est ça. Ça fait 10 ans. Sauf que t'en as Même qui savent le Panthéon. faire et t'en as qui savent pas le faire. Ouais, même Panthéon un peu. Hein. Panthéon, c'était pas Mobb Deep. C'est Non, mais peut-être Panthéon, ouais, je suis d'accord. Panthéon, c'est un game changer. Moi, personnellement. Oui, je suis d'accord. Panthéon, T'as raison, mais le vrai game changer du rap français, je parle. Ouais, C'est-à-dire là où on passe de production avec du sample à des choses jouées complètes, sur synthé, c'est Westside pour moi. Mais aussi parce qu'on passe aussi à l'époque du Dirty South et tout ça. Mais il est vrai que jusqu'avant ça, c'est de toute façon Lunatic, c'est le meilleur, c'est le groupe qui représentera le mieux Mobb Deep en France, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Clairement. En plus, sans y ressembler vraiment. Parce que quand t'écoutes les prods de Lunatic, il y a aucune prod qui ressemble à un son de Mobb Deep. Mais par contre, dans leur ce qu'eux représentent, et puis surtout, ils ont été dans des clips de Mobb Deep. Ça, c'est rigolo, mais vraiment. Ah ouais? Dans lequel? Alors, je sais plus, mais c'est sur un des clips d'Infamous en plus. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, dangereux. Je crois que je l'avais déjà entendu ça. Ouais, mais ils sont dans un des on va clips. chercher. Ils sont dans un des clips, je sais plus lequel. On va vous envoyer ça de toute façon. Mais non, c'est peut-être Hell on Earth parce que 97, oui, c'est sur un des clips d'Hell on Earth. Mais c'est leur duo et leur manière de rapper dans les tombas et avec les backs, pas rapper mais presque parler. Qui fait qu'on a ce truc de Mobb Deep et ce que ça représente vraiment. Ouais. Mais leur son, je trouve que ça n'a jamais vraiment ressemblé à du Mobb Deep. En fait, c'est au niveau de la couleur, un peu dark. Ouais, voilà, dark. Ouais, voilà. C'est ce côté vraiment dark qui fait que ça à écouter la nuit, quoi. Ouais. Non, mais du coup, nous, en tant qu'auditeurs de rap français, amateurs de rap français et tout, on a entendu ce son se prolonger en fait sur la durée. Parce que clairement, moi, il y a des morceaux de rap français que j'ai entendus avant, et c'est après que j'ai entendu Mobb Deep, et on a fait le rapprochement après. On a fait le rapprochement directement. Alors, ça a été une bénédiction pour le rap, hein, évidemment, mais pour le rap français, je trouve que ça a été, entre guillemets, je mets des gros guillemets, une malédiction, dans le sens où ça l'a enfermé pendant des années, où c'était violon, piano, larmoyant, et la caisse claire. Et batterie qui claque. C'est ça. Et ça, on a eu du mal à s'en sortir parce que nous, en tant que beatmaker, on essaie de faire des trucs un petit peu plus électroniques, Dirty South et tout. Et les refus qu'on a essuyés, laisse tomber. À chaque fois, non. Mais tu sais, il y a deux raisons à ça. Hein. C'est que la première, Mobb Deep a tellement influencé le rap français que c'était compliqué. Mais Mobb Deep, ils ont une deuxième phase. C'est-à-dire que la première phase, c'est quand même la phase des prods d'Avoc. Et la deuxième phase, c'est les prods d'Alchemist. Et en fait, c'est pour ça que le rap français a eu du mal à s'en sortir. C'est parce que on est passé d'abord dans les beats qui claquent, MPC 60, SP12, les caisses claires que tu te prends dans la bouche, les pianos, les violons. Mais après, les styles de sample qu'Alchemist utilisait, qu'on toujours gardé et donné une identité à Mobb Deep, mais qu'on changé leur style de son, mais que les Français ont aussi pris. Et ça a été difficile parce que du coup, on s'est retrouvé avec des ersatz d'Alchemist de la même manière qu'on se retrouvait avec des ersatz d'Avoc. Et c'est pour ça que ça a perduré aussi longtemps. C'est parce qu'eux-mêmes ont su progresser avec les producteurs. Et il n'y a pas 10 000 producteurs pour Mobb Deep. C'est Avoc, Alchemist. Et il y a juste eu un autre sur un album où ils sont avec 8 Ball. Je ne sais plus c'est quel morceau. Et c'est un des gars du Sud qui fait la prod. Tout le reste, c'est Avoc. Ouais. Tu vois. Mais c'est dingue, c'est dingue. Du coup, les mecs sortent... on est en 96. Ils ont sorti en 95. The Infamous, qui a tout explosé. Ouais. Statut classique. Il a eu combien de mics dans The Source?
4 ou 4-5. Infamous. Je pense qu'il a dû y avoir 5 mics C'est quand même. Hein. 4 ou 5,5 ou 4,5 je pense. 4,5 je pense. C'est pas, faudrait demander au journaliste qui s'est fait balancer dans la rivière. Dans The Source, il a eu 4,5. 4,5. Ouais. Bon, déjà, voilà, truc de dingue. Les mecs, ils avaient ce côté revanchard de Juvenile Hell qui avait été très mal reçu. Ils avaient, à l'époque, ils s'appelaient Wicked Prophet, là. Ils avaient été... Ils étaient trop jeunes, ils avaient 15 ans, ils étaient à l'école, ils étaient les deux dans une école d'art. Tu vois, donc ça rappe parce que tout le monde se met à rapper. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, c'est fou que aussi jeunes, ils aient déjà un deal, ils sont chez Columbia. C'est ça, tu vois, enfin, c'est quand même dingue, tu vois. Puis, mais tu regardes la pochette, ça reste très Mobb Deep. Hein. Ouais. Prodigy, il a vécu la Timberland avec la faux, là, ouais, si. Tu vois, ils sont en Timberland, ensuite clairement. Ils n'avaient pas encore trouvé leur style, je pense, à cette époque-là. Ouais, puis je ils pense étaient en Onyx, ils étaient plus en... tu vois. Ah, c'est clair. Mais du coup, les mecs forts de cet album-là, ils arrivent un an après. C'est un an et quelques après ou moins d'un an? Parce que Infamous, je crois. À peu près un an. Parce que Infamous, je pense que c'est avril 95. Je pense sincèrement que déjà, Hell on Earth, il y a des morceaux qui sont déjà enregistrés à l'époque d'Infamous. Je ne mettrai pas ma main à couper, mais j'en suis pratiquement sûr. Moi, j'en suis sûr. À la sonorité moi, j'en suis sûr. De certains morceaux. Parce qu'il y a même des albums qui ne sont ni sur Infamous et ni sur Hell on Earth qui datent de cette époque-là et qui sont grandioses. Ouais. Mais surtout sur cet album-là, il y a une couleur. C'est vraiment sombre. C'est vraiment les ténèbres, leur album. Hell on Earth, ils sont vraiment dedans. Donc, par exemple, un morceau comme Back at You, qui figure après sur la BO du film College Park. Hein. L'équipe du collège, là. Je crois que c'est College Park. Ouais, peut-être. Ouais. Maintenant, ce morceau-là, il est ni sur Hell on Earth, ni sur Infamous, parce qu'en vrai, il n'est pas dans la couleur de ces albums-là. Mais c'est un des meilleurs albums. Personnellement, c'est un des morceaux Mobb Deep que vraiment de référence, que moi je kiffe. Maintenant, ils ont fait pléthore de morceaux. Il y a même des morceaux bonus que tu peux retrouver sur certaines versions de Hell on Earth que tu n'as pas sur la version originale. Mais à cette époque-là, ils sont productifs, mais à un niveau max. Mais bon. Honnêtement, je sais pas si... Alors effectivement, je te rejoins, Armen. Sans doute, ils ont fait... s'il y a des chutes de Infamous qui finissent sur cet album-là. Mais parce que c'est la même énergie, c'est le même truc, c'est la même émulsion qui les propulse. En plus, au niveau du laps de temps, je sais pas, la promo, elle était comment à l'époque? Est-ce qu'ils ont fait une grosse promo genre Oui, aux États-Unis, ils ont fait une grosse promo et puis ils ont annoncé. Excusez-moi, c'est pas College Park, c'est Sunset Park. Sunset Park. Ouais, Sunset Park, le film. Quartier que je connais très bien et dans lequel Kool G-Rap possédait des blocs. Ah, carrément. Ah ouais. Ah ouais. Possédait des blocs, hein. Ok. Sunset Park. La traduction française, c'est l'équipe du collège. C'est dans Brooklyn. C'est au sud de Brooklyn, ouais. D'accord. C'est magnifique parce qu'il nous fait voyager en même temps. C'est cool. Non mais du coup, ils ont fait une grosse promo, genre c'est Mobb Deep, on vient de sortir Infamous, on revient avec un nouvel album, etc. Ouais, je pense qu'en fait ils étaient juste dans l'impulsion de Infamous et que même s'ils n'avaient pas de pression pour faire un truc qui vende, ils avaient la pression de garder une constante. Mais sauf que c'est toujours pareil, dans un artiste, il mûrit, tu vois. Et il y a plein de choses qui influencent un album. Ça peut être ton entourage. Bon, dans leur cas, c'est pas le cas, mais ça peut être un film, ça peut être plein de trucs. Et moi, je pense que cet album-là, il est influencé par des films. Il est hyper cinématographique. Vraiment. Cinématique. C'est un peu cliché, parce que c'est cliché, mais je pense qu'à cette période précise, on sort du Parrain, de tous les films du Parrain, G.O.D., et on tombe dans Scarface. Et à quel point ce film martyrise, bouleverse les gens, les jeunes, la jeunesse et tout. Et je pense qu'eux, ils se le prennent aussi de la même manière et que l'influence principale de cet album, c'est Scarface. Ouais, on le voit dans le... de toute façon, dans le booklet, Part 3, c'est le thème de toute manière, mais dans le booklet, tu vois. Ça, c'est Tony Montana, regarde comment ils sont assis. C'est ça le truc. Table en marbre, la thune dessus, tu vois. Mais il y a ça, mais je pense aussi que c'est nourri aussi par le bif East Coast, West Coast. Non, ça c'est différent encore, ça. Parce qu'il y a des réponses dedans. Drop a Gem on Em, c'est tout. Drop a Gem on Em. Il y a des lignes pour les Dog Pound, il y a des choses pour des Snoop, il y a des gens qui sont visés, même des Exhibits sont visés dedans. Ah oui, ils sont méchants là-dedans. Alors c'est direct ou c'est des subliminals? Non, celui qui est direct, c'est Tupac. Ouais, Tupac. Ouais, Tupac lui dit. En fait, sur Drop a Gem on Em, c'est clairement c'est Tupac par rapport à ce qu'il avait dit
Sur la maladie de Prodigy, sur la qu'il maladie de avait Prodigy, très tous ces mal pris, trucs-là. Et puis surtout parce qu'en fait, ils n'avaient pas vraiment pris part à LLA Ouais. de Tragédie et de ils sont CNN. dedans, ils rappent dedans et de CNN. Mais ils ont pas vraiment plus, ils sont pas vraiment plus rentrés dans. Prodigy, lui, il était à fond. Ouais. Lui, Prodigy, carrément, il voulait, c'était premier il voulait degré. plus que Tupac vienne à New York. Il voulait que si Tupac vienne à New York, il y ait des mecs qui lui tiraient dessus. Enfin, c'était chaud. Alors qu'Avoc, il était beaucoup plus tempéré. Pourquoi? Parce qu'ils allaient beaucoup en West Coast. Ils faisaient beaucoup de promos sur la West Coast. Qu'ils voulaient pas avoir de problème parce qu'ils pouvaient pas ramener tout Queensbridge avec eux à chaque fois qu'ils voyageaient, tu vois. Mais Prodigy, lui, tu sais, c'est une tête brûlée, Prodigy. Hein. Donc déjà, il est pas de Queensbridge. Long Island. Donc c'est un adopté de Queensbridge, tu vois. Ouais. Et les mecs de Queensbridge, tu sais, ils ont perdu beaucoup de gens. Avoc, il a perdu son frère. Twin, il a perdu son frère Son jumeau. frère aussi, ouais. Enfin bon, c'est que des mecs qui meurent autour d'eux toutes les 2 minutes, tu vois. Donc tout était tempéré. Et le plus ouf, en vérité, c'était Tragédie. C'est ce que je disais dans mon interview. C'est que c'est lui qui est parti en guerre direct, quoi, tu vois. Puis Nori, parce que Nori, il s'en fout de toute façon. C'est un shooter. Lui, pour de vrai. Pas de problème. Ah Nori, ouais. c'est Papy, hein, avant d'être Nori, c'est Papy. Et Papy, dans le Queens, il est connu, tu vois. Non, mais. Non, mais Drop a Drum, c'est trop méchant. Non, mais c'est très méchant, Mais mais tu sais que ça sort. Combien? Ça sort 2 mois après la mort de Tupac. Oui, Et ils l'ont maintenu. ils l'ont maintenu. Ils ont dit même, c'est-à-dire même mort, l'ennemi, on va pas le respecter. Mais c'est méchant. Ah non, c'est très méchant ça. Non, mais c'est. Non, mais ils ont. Par contre, je crois qu'ils ont enlevé. Si je dis pas de bêtises, Avoc, il a refait un couplet. Ouais, c'est Avoc, pas Prodigy. C'est Avoc qui a refait un truc pour justement pas trop enfoncer le clou. Mais le truc en fait, c'est que le single est sorti avant que Tupac soit mort. C'est ça le truc. Je crois le jour même ou la veille de la mort de Tupac, Ouais. il joue le morceau à la radio. Ouais. Le morceau à la radio, il a tout le monde, tu sais, c'est à l'époque où les gens qui font un morceau à la radio, ils appelaient pour dire c'est quoi ce morceau, truc, etc. etc. Et puis attention, hein, l'intro de ce morceau, c'est du Mob Non, Deep. mais- T'entends le piano. C'est méchant. Once again, tu te dis, oh, c'est la méchant. guerre. C'est méchant. It's the infamous back in the house once again. Ah non mais bref. Les mecs qui jouent le morceau et après je sais pas c'était l'heure exacte et tout. T'as le flash spécial et tout ouais, tout pas comme un. C'est ça qu'il disait Avoc. Non, il a pas refait son couplet. C'est qu'il a hésité. Ils ont hésité à mettre Drop a Gem on Them sur l'album à cause de ça. Ouais. Et c'est Prodigy qui a insisté. Non, ils l'ont mis. Parce que voilà. Ils l'ont mis. Même 2 mois après, ils l'ont mis. Non, mais c'est ça que je te Ouais, dis. Mais c'est Avoc vrai. a hésité. Il hésitait. En fait, ils avaient un beef avec la maison de disque parce que lui voulait éventuellement l'enlever de l'album. Ou la maison de disque voulait qu'il l'enlève de l'album et qu'ils ont pas voulu. Il y a une embrouille comme un ça. truc comme ça. Mais moi, le truc que j'aimerais savoir, c'est que dans quelle dynamique ils étaient, parce que les mecs, ils sortent d'un album qui a bien marché, bon, pas forcément en termes de chiffres, mais d'un point de vue critique, c'est un album qui est salué, etc. Il a fini par faire Gold. Il a fait Gold. Il a fait God moins d'1 an après sortie. Je crois avril de l'année d'après. Non, mais même après, sur la longévité. Sur la longévité, il a fait Platinum sans problème. Mais quand ils sont en 96, parce que les mecs. Ouais, mais le problème, c'est que c'est ça. C'est que c'est du rap new-yorkais. Et que le rap new-yorkais s'exporte pas à moins que t'aies un gros single qui fasse que l'artiste s'exporte. Bah, c'est ça, en fait. Mais le dancehall, ça existe déjà à cette époque-là. Les gens, ils se rendent pas compte, mais t'as Elball Six et Mafia et MJD, toutes tout leurs ça. kicks et Elball et tout, ils existent déjà. À San Francisco, t'as E40 et tout. Ouais, ça Master P, il est là aussi. Bien sûr. Ouais, Master P, 96, ouais. Donc, eux, c'est rap niche new-yorkaise. Donc, eux, ils s'en foutent de vendre, pas vendre. Ce qu'ils veulent, c'est représenter ce qu'ils sont eux, quoi. Tu vois. Et à ce moment-là, c'est une des périodes les plus fructives dans les sorties d'albums depuis 94. Donc, eux, ils sont je pense qu'ils sont simplement dans une énergie créative on a fait une famous, ça plaît, on continue, on y va, le puis de faire toute façon, on partie des s'en fout. Ouais. Puis il y a une réalité aussi, c'est la vie à Queensbridge. De toute façon, t'écoutes bien les paroles de cet album. Il y a peu de poésie, hein. C'est la violence. T'as pas envie d'y habiter. C'est violent de A à Z, violence. c'est violence gratuite, c'est tu nous approches, on te shoot, cherche même pas à essayer de nous tester, tu vois, enfin c'est que des trucs, c'est une manière de le dire qui fait que nous on accroche, c'est Kaira, on ne peut plus, à souhait quoi, tu vois, mais aussi c'est très Queensbridge ce délire-là, tu vois. Un truc que j'avais pas expliqué dans mon interview, c'est que Queensbridge c'est la plus grande cité des États-Unis, ça c'est ce que j'avais dit. Mais surtout le nord de Queensbridge, si tu veux, il est séparé par un boulevard. Ce boulevard, il l'appelle le Hill. D'accord. Et c'est sur le Hill que tu as tous les dealers. Et dans ce truc-là, tu as un liquor store, un barbershop, un resto chinois, et tout le reste, c'est la cité. Et en fait, tu as Southside, d'où viennent Mob Deep, Infamous Mob, Tragedy, Black Poet, Crime Fam, Killasha et Marley Marl.
et t'as Northside, d'où est Nas, Jungle, tout ça, Braveheart, D'accord. Lucky the Kid, Nature, Cormega et tout ça. D'accord. Et en vérité, quand Nas pète sur Illmatic, Nas veut pas ça, mais ça dissout le nord et le sud. Et moi, pour y avoir vécu et l'avoir vu, les mecs se parlent mal entre eux de ouf. C'est ah ouais, Northside, non, laisse tomber, tu vois. Même si Nas, il kiffe Prodigy, s'il y a il y a toujours des problèmes entre Nas et Mobb Deep, tu vois, parce que c'est un peu la guéguerre commerciale. Enfin, Ouais, en plus, l'ego, c'est-à-dire avant on était petits, ouais. maintenant Mais ils se nous aussi, connaissent on tous, est, ils se connaissent tous. C'est ça qui est dingue. C'est que la cité, c'est la plus grande cité des États-Unis. Je le répète bien, tu vois. Ouais. Mais et tout le monde se connaît, tout le monde se supporte. Tout le monde va supporter quand c'est Queensbridge, mais en vérité, à l'intérieur, il y a toujours des dissociations. Il y a toujours un truc qui merde, toujours un gars qui parle mal, faut toujours régler des problèmes. Et la majorité des gars qui, tu sais, quand le frère d'Avoc il se fait tuer, il se fait pas tuer par un gars qui vient de Brooklyn ou qui vient de je sais pas où. Hein. C'est au sein de la cité, c'est comme les gars qui contrôlent le business et que ça leur plaît pas, quoi. Tu vois. Et donc du coup, comme eux, ils sont trop jeunes, parce qu'il faut pas oublier, ils sont jeunes de dingue. Juvenal, ils sont jeunes, mais Infamous, ils sont encore très jeunes, tu vois. Très jeunes, ils ont 10, Donc c'est particulier. Et puis Prodigy là-dedans, c'est quelqu'un qui deal avec ses démons, tu vois. Il a sa maladie sanguine, ça le rend un peu toujours avoir besoin de représenter, toujours avoir besoin de se donner de la sûreté, tout ça. Donc lui, le level Kyra, il le met à puissance 10, quoi. Ouais. Tu vois. Même peut-être plus Kyra que certains gars de Queensbridge. Alors que bon, les mecs font 1m50 tous, tu vois. Mais c'est leur truc. Et t'écoutes les paroles, c'est tu m'approches, je te shoot, machin, je te tire dessus, je m'en bats les couilles. Enfin, il y a peu de paroles. Très peu de paroles sensées. À part sur Hell on Earth, où là, tu vois, ils expliquent des choses. Tu vois, où il y a des ils images vont toujours apporter des trucs sociaux importants sur des punchlines, mais la majorité des paroles, ça reste quand même super Kyra, tu vois. Mais comme on l'avait dit pour l'autre album, le truc c'est que nous, notre identification à Mobb Deep, elle était plus facile dans le sens leur quotidien il ressemble visuellement à la banlieue parisienne, tu vois. Ouais, la banlieue parisienne. Mais c'est pour ça d'ailleurs que tous les mecs de banlieue un peu caille de France, ils ont tout de suite. Ouais, il fait gris, des gros bâtiments gris, voilà. Tout est gris. Bah, chez eux c'est rouge, mais bon, oui, c'est pas ça. En gros, tu vois. Non, mais surtout ce qui est ouf dans Queensbridge, c'est qu'il faut comprendre un truc, c'est que c'est le système social américain, comment il a fait en sorte que dans les housing projects, dans les cités, les mecs aient tout à l'intérieur pour ne pas avoir à sortir de la cité. Il faut savoir que Queensbridge est en face de Manhattan. Et pas en face de n'importe quoi, c'est en face de Midtown. C'est-à-dire que tu es au centre de Manhattan si tu traverses le pont. Tu vois. Sauf qu'il y a des mecs de Cubic, moi j'ai rencontré, qui ne sont jamais allés à Manhattan. Oui, si. Ça, je l'ai vu, moi. On l'entend en y allant, ça, j'ai vu. La raison pour laquelle, c'est qu'ils disent, c'est qu'on n'a pas besoin d'y aller, on a tout ici. T'as les restos, les liquor stores, les magasins de Pessa, les magasins de basket, ils ont tout apporté pour éviter qu'ils ne sortent. Tu vois, c'est un peu le délire, la pauvreté sorte du ghetto pour aller chez les chéris à Manhattan. Et Queensbridge, c'est particulier parce que comme c'est au bord de la rivière, t'as la rivière et en face, et donc ils voient Manhattan tous les jours. Mais ils sont même pas. Il y en a beaucoup qui sont jamais allés à Manhattan. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que les mecs hallucinent. Je disais, ouais, mais tu vas là, tu prends la ligne ça pour aller là, et puis tu descends là. Et les mecs me disaient, mais c'est un ouf, t'es pas New-Yorkais, tu connais mieux New York que nous. Tu vois, et je disais, comment ça? Et je dis, ben nous, on va jamais à Manhattan, on n'y va jamais. On va des fois à Times Square faire les cons au cinéma, mais c'est tout, quoi. Tu vois, c'est hallucinant. Et en vérité, et si même ils doivent aller dans un mall, ils vont à Jamaïca. Ouais, loin là-bas, vers l'aéroport. Donc ils n'ont pas besoin d'aller. C'est un peu dingue ce système de se dire que c'est comme si dans n'importe quel Tessie, t'as tout et tu sors pas de ta Tessie. C'est triste, quoi. Après, faut rappeler que le Queens, c'est le plus grand des boroughs. C'est le plus grand. Non, mais là, tu me parles du borough de Queens, pas de Queensbridge. Non, mais déjà, Queensbridge. Non, mais ça veut dire que le Queens, ça veut dire que les mecs, déjà, ils ont la plus grande cité. Ouais. Ils ont le plus grand borough. Ça veut dire qu'ils ont même pas besoin de. C'est limite un pays, quoi, leur truc. C'est dingue, hein. Non, c'est trop. Non, mais moi, ça, je l'ai vécu, ça. Les mecs, ils me disent, mais on n'a pas besoin d'aller. Ouais. Les mecs, on est dans le Queens, on a tout ici. Pourquoi tu veux qu'on aille là-bas? Je dis, mais c'est Manhattan quand même, c'est Skyscraper. Non, Queens. Ouais, ils sont pas là, ils sont... Queens, ils sont attachés au Queens. Mais ça se ressent dans leur musique, dans la façon d'être. C'est pas des gens qui, en tout cas au début, t'as pas l'impression qu'ils aiment se mélanger. Tu vois, même les featuring, c'est des featuring maison. Oui, toujours, mais Queensbridge, ça a toujours été ça. Sauf à l'époque du Juice Crew, parce que Big Daddy Kane il est du Queens, mais il est pas de Queensbridge. Il y avait Biz Markie, il était pas de Queensbridge, tu vois. Mais malgré tout, tu sens quand même que il y a tellement d'artistes.
Bah, c'est complètement dingue. Hein. Tout le monde rappe à Queensbridge, tu vois. C'est ça. C'est ça. T'as trop de groupes et de satellites et de mecs, tout le monde rappe, tout le monde peut rapper. Ils sortent de Zompri, ils savent plus quoi faire, ils paiera, et puis comme par hasard, ils sont tous bons. C'est ça. C'est horrible. C'est ça. C'est ça le problème. Après, t'as les génies dans Queensbridge. Ouais, voilà, t'as des mecs Nas, qui sont t'as vraiment Cormega, du boulot. t'as quand même Prodigy, enfin, même s'il n'est pas de Queensbridge, mais tu vois, t'as des mecs qui écrivent un peu mieux que les autres. Tragédie, c'est un mec qui écrit, mais tu sens que le mec, il a lu, il a passé sa vie à lire, tu vois, comparé à d'autres. Mais malgré tout, pour le style Queensbridge, il faut toujours que ce soit très Kaira. Ça, c'est très rue, quoi, tu vois. C'est dingue parce que ça, autant ça les enferme, mais c'est ce qui fait leur charme, c'est ce qui fait qu'on les aime. Mais moi, j'ai besoin de savoir. Il y a que Avoc qui pourra nous répondre aujourd'hui. C'est que à l'époque, c'est quoi leur état d'esprit? Ils sont à New York, ils ont pour le coup un album qui est successful. Maintenant, comment pas tant que ça en vrai, Fluxtin, parce que c'est successful, succès d'estime. Ouais, bien sûr. Au niveau des chiffres, ils ont un bon album. Tout le monde sait qu'ils ont un bon album, même si les chiffres à la limite, ça intéresse la maison 10 parce que on parlait pas de chiffres à l'époque. On parlait pas mon album il a vendu tant. On disait mon album il est bon. Et j'étais l'artiste. On parlait d'artistique. Ça c'est 50 après qui a ramené ces trucs là. Mais les mecs, ils ont ce truc-là. C'est quoi leur rapport avec Nas? C'est quoi leur rapport avec les autres Ah non, mais à cette époque-là, ils soutiennent Nas de ouf. Hein. Ouais. Parce que c'est trop. C'est ce que je te disais. T'as le drapeau Queensbridge. Et quand t'as un artiste de Queensbridge qui pète, c'est tout Queensbridge qui pète. Tu vois, Nas, c'est le rapport, je pense, avec Mobb Deep, c'est un peu je t'aime moi non plus à chaque fois, tu vois. C'est ça aussi. Mais il y a énormément de respect l'un et l'autre. Tu vois, je crois que Prodigy en parle beaucoup dans son livre. Mais Nas, quand il pète, c'est la fierté, en fait. Bah, ils sont dans le clip If I Rule the World. Ouais. Et toi, j'étais. Ah non, mais de toute façon, Mobb Deep et tout. Nas, il a toujours kiffé Mobb Deep. C'est toujours important pour lui que Mobb Deep soit là. Et inversement. C'est le moment où j'ai une anecdote, je sais pas si vous la connaissez. Le morceau Live Nigga Rap, qui est dans l'album de It Was Written avec Mobb Deep, il devait être dans Hell on Earth. C'est Nas qui a demandé à Avoc, est-ce qu'on peut mettre ça sur mon album, sachant qu'en plus le couplet que Prodigy pose, c'est le couplet qu'il devait envoyer pour le morceau LA avec CNN. D'accord. C'est ça. Ouais, c'est ça. Absolument. Voilà. C'est pour ça qu'il y avait un truc avec LA, je me souviens plus. Ouais. D'accord. Donc voilà. Pour te dire que je t'aime moi non plus, mais derrière la bannière Queensbridge, on est tous ensemble. Voilà. C'est exactement ça. Ils savent finir. Ouais. Ils savent finir. Bon, en même temps, ils sont tellement nombreux, il y a tellement de choses à faire. C'est que. Mais après, je sais que les mecs du coup, ils ont une mentalité assez spéciale. C'est un peu des gens qui se font pas confiance et tout. Je sais plus, c'est Nori raconte quel rappeur il lui dit ouais, ne fais jamais confiance. Non, c'est Nori qui avait dit à pas Murda Mook. Je crois que c'est Murda Mook. Il lui dit ouais, il va le voir, il lui dit ne fais jamais confiance à un mec du Queens. Alors que le mec c'est un mec du Queens. Non, mais c'est vrai, on se rend pas compte, mais il y a le Bronx, c'est les mecs les plus vrais que je connaisse. Quand je te dis real, c'est des gars real. C'est-à-dire que quand il y a des embrouilles, ils sont là avec toi. Enfin, le Bronx, c'est vraiment particulier. Queens, c'est encore une autre mentalité. Et Brooklyn c'est une autre mentalité. Différent. Harlem encore aussi. Ouais, Harlem, c'est des hustlers. Ouais. Tous, c'est des hustlers. Mais le Bronx, pour moi, c'est mon quartier préféré parce que les mecs les plus vrais qui sont des soldats ou, tu vois, fervents du hip-hop ou très attachés à la culture, mais en même temps, caille de ouf et tout machin, c'est vraiment le Bronx. Queens, c'est des lurdis pour moi. Ouais, que ça. C'est-à-dire qu'ils ont ce côté un peu... on est là, on n'est pas là. Ok, je serai là à 10h, ils sont là à midi. Enfin, ils ont toujours des business. Ils font 10 000 trucs à la fois et tout, et machin. Et tu vois, entre eux, c'est bizarre aussi. Et Brooklyn, à part quand des mecs, c'est des genres des Biggie ou des Jay-Z, les gars, t'as l'impression que c'est des militaires, quoi. C'est dans le sens où je sais pas, c'est un peu grimy, c'est chelou. Brooklyn, c'est spécial comme vibe, tu vois. Mais par contre, et tu le ressens même dans les styles vestimentaires. C'est-à-dire que tous les mecs vont pouvoir mettre les mêmes sapes, mais ils les portent pas de la même pareille. Tu vois, Mobb Deep, ils ont toujours exagéré le double XL, le côté militaire, ils appellent ça army fatigue en anglais, tu vois. Tous les M65, les vestes que mettait Nas et tous ces trucs-là, ils ont un style que le Bronx mettait, mais pas de la même manière. Et Brooklyn, pareil, tu vois. Enfin, tu vois, ils vont mettre, par exemple, chaque borough va adopter un truc. Par exemple, quand c'était la mode des Avirex, à Staten Island, ils mettaient un modèle d'Avirex. À Queensbridge, ils mettaient un modèle d'Avirex. Dans le Bronx, ils en mettaient un autre, mais ils mettaient Pélé d'ailleurs. Tu vois, il y a des trucs de ouf comme ça.
Ça, c'est super bizarre, mais. Non, mais- c'est mais spécificité. c'est spécificité que tu reconnais un mec d'où il vient. Dans même le langage. Tu vois, Mobb Ouais, Deep, bah, ils ont le Don langage, là, ouais, Don. le langage de Dunn, Kiko. À l'époque de Eleanor, c'est Kiko, avant Dunn. D'accord. Tu vois, quand il s'appelle dans la rue, un mec de Queensbridge, quand il s'appelle Tada, t'entends c'est quoi ça? Tada, il gueule comme ça. Toi, c'est des mecs de Queensbridge. Des vrais trucs. Même leur check, quand ils check comme ça, avec, ça fait le QB. Ouais. Ouais, tu vois, le truc quand ils se check comme ça, ben, nous, comme on se check nous, là, eux, ils font bien comme ça parce que ça fait le Queensbridge. Ouais, Je dis, ouais. waouh, mais les mecs, jusque dans je sais. les Américains, ils ont vraiment. Quand t'as des photos, ils font des trucs comme ça, c'est le Q de voilà, le Queens. Q de. C'est des fous. Non, mais c'est vraiment, eux, ils vivent leur quartier, mais c'est à un point où. Ouais, puis ils le défendent de ouf parce que, attention, hein, à côté de Queensbridge, c'est une centrale électrique. Donc, Oui. enfin, tu vois, ils sont entre un pont De l'autre côté du pont. Ouais. Tu vois, donc c'est. Ouais, Mais là, tu verrais, comme ça a changé. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais aller sur les toits des sites des immeubles. Maintenant, c'est interdit, tu peux plus y aller. Ils ont foutu des systèmes d'alarme partout. Ah Ouais, Ah ouais. parce qu'il y a beaucoup de mecs qui sont fait jeter du haut des toits. Mais... Ah ouais. Ouais. Ah ouais, mais après, c'est la réalité du truc. Mais du coup, les mecs, ils arrivent à transmettre tout ça, à transposer tout ça dans leur musique. Et c'est pour ça que c'est dark. Et c'est pour ça que il y a pas beaucoup d'espoir, quoi, dans ces albums-là, Ouais. tu vois. Tu vois, c'est. Non, mais c'est attention, vraiment- parce que ça, l'album, aussi, il est c'est une dark. période, faut que tu comprennes, 96, 95, t'as Giuliani qui est nommé comme maire de Giuliani, New York, et qui- avec la zéro tolérance. Ah, La zéro tolérance, c'est quoi? C'est de virer les ghettos de Manhattan. C'est tout ce qui est Kaira, tout ce qui est clochard, tout ce qui est drogué. Il veut dégager tout ça de Manhattan. Donc, du coup, ça renferme les gens dans leur ghetto, et en même temps, ils sont révoltés. Et après, t'as aussi une guerre de, comment on appelle ça, de crédibilité. Qu'est-ce qui est plus Kaira? Le Bronx, le Queens ou Brooklyn? Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, les mecs, ils sont clairement là-dedans, dans des batailles d'ego, entre guillemets. Ils se font tester Mais- par les mecs de la West Coast aussi en même temps. Ils se font tester C'est ça. par les mecs de la West Coast. Moi, j'ai une anecdote incroyable, mais bon, Mobb Deep n'était pas mêlé à ça, donc c'est un peu hors sujet. Mais Xavier Denot était parti. Il y avait une conférence qui s'appelait le How Can I Be Down, qui était toutes les années à Miami, tu vois. Et on est en plein dans la guerre East Coast, West Coast beef, tu vois. Et Xavier filmait tout. C'est comme ça qu'on a fait notre documentaire. Tu me parlais d'un documentaire, j'ai oublié de t'en parler. C'est un documentaire sur Wu-Tang qu'on a fait. D'accord. Mais et donc on filmait Wu-Tang, on suivait le Wu-Tang. Et Xavier va, il filme tout avec un Abidan. Et il y a un concert de Shyam, de Rugged Child, tu vois. Et il arrive sur scène comme ça, et Shyam était jeune, tu vois. Ouais. Et il remonte sur scène, et là il y a Dog Pound dans la salle, et ils se mettent à lui jeter des bouteilles dans la gueule, genre ça part en disrespect de malade mental. Et dans cette salle-là, t'avais tout Bootcamp Clip, t'avais Dog Pound, plein de gars de West Coast, les mecs, ça commençait à jeter les West Side et tous ces trucs-là. Ils insultaient et tout, et Shyam, il se retrouve comme un... Toi, il doit avoir 16-17 ans, il est sur scène et tout, machin, là, là. Le mec qui monte sur scène, c'est Fat Joe. C'est à Miami. Miami. Il monte sur scène, il dit, c'est quoi cette embrouille et tout? Vous voulez avoir du beef avec Shyam et tout? Si vous avez du beef avec lui parce que c'est East Coast, vous avez du beef avec moi. Alors que maintenant, il y a quoi? Et on l'a, Xavier l'a tout en vidéo comme ça. Et là, les mecs de Dog Pound, ils s'approchent de la scène pour pouvoir que ça parte en couille. Et mon gars, ça part en boulette totale. Et là, Fat Joe, il prend une bouteille de champagne, il la casse sur la tête d'un gars, comme ça. Et ça part en bruit, vite la sécurité, il sépare, mais c'est le bordel, les DJ, les machins et tout ça. Et là, Fat Joe, il prend le micro comme ça, et il regarde Bootcamp, il dit, c'est marrant, comme vous faites les Kaira, mais là, quand il y a une embrouille qui est sur la East Coast, il n'y en a pas un de vous qui a bougé. Et c'est pour ça que pendant longtemps, il y a eu une embrouille avec les gars du Bootcamp, parce qu'ils étaient dans la salle et qu'ils auraient pu monter sur scène pour défendre Shyam, et personne a bougé. Et en fait, si tu veux, tout ça, ça a créé ce truc d'aigritude de East Coast. Ça a monté le East Coast, West Coast beef à un point où, après, tous les groupes, c'était vraiment genre quand ça défendait New York et qu'il fallait plus toucher à New York, tu vois. Et là, tout le monde s'est unifié. Mais le seul mec qui est monté sur scène à ce moment-là, c'est Fat Joe. Et ça, on l'a en vidéo, tu vois. Comme on a là en vidéo la baston avec Old Dirty Bastard et Akinyele, par exemple, tu vois. Ok. On a plein de trucs comme qu'on avait mis dans notre documentaire. Et donc, du coup, tu vois, Queensbridge, en vérité, c'est vraiment ce truc de venez chez nous, vous allez voir comment ça se passe. Tu vois, parce que on sort de l'époque, début des années 90, alors il y a l'époque du crack. Ouais. Tu vois, La crack era. la crack era. Ça doit toucher de Tout le fou. monde mourait, ça mourait partout, à tous les coins de rue, tu vois, entre les mecs qui dealaient, les mecs qui shootaient, les mecs qui venaient pour recontrôler le bloc et tous ces trucs-là et tout.
Et puis l'histoire avec Giuliani, où Giuliani veut que tout le monde se renferme dans les cités, tu vois. Et je pense que ça, c'est ce qui fait Queensbridge, en fait, à une manière de revendiquer un peu ce côté, venez pas nous tester, c'est QB, mon gars, t'es cuit si tu fous les pieds ici. C'est aussi bien pour les ennemis que pour les politiques, la société et tous ces trucs-là, tu vois. Et le mec, en vérité, qui écrit le mieux de QB, c'est Nas. Qu'on veuille ou pas, c'est lui qui va avoir un côté le plus poétique pour mettre ça en parole. C'est incroyable. C'est incroyable. Le truc de Queensbridge, effectivement, moi, c'est bizarre, hein, mais j'ai rarement vu sourire les mecs de Queensbridge. Tu vois, tous les rappeurs. C'était pas dans leur truc, dans leur truc. Je les voyais pas sourire. Pour moi, c'était tous des mecs énervés. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'image qu'ils montraient que tu voyais en vidéo. Et tu les vois au jour le jour. Non, c'est pas comme ça. C'est des mecs cool. Il faut bien qu'il y ait des gens qui s'amusent aussi. Non, mais en tout cas, c'est ce que ça a transpiré. Et tu l'entends dans leur musique. Donc, à l'époque, effectivement, on parle pas anglais. Mais moi, j'écoute des morceaux. Bon, déjà, Hell on Earth. Le truc, tu te dis, ouais, mais ça y est, c'est la guerre, qu'est-ce qui va se passer? C'est triste, c'est la fin du monde. Le clip, il te le montre. Regarde la pochette avec des vautours, une terre super aride. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais ils étaient dans un délire où vraiment. Même le refrain. C'est leur projet, je pense, le plus sombre. Ah, c'est clair. Où vraiment, où tu sens que leur son est vraiment brut. Tu vois, parce que peut-être. Moi, je pense qu'il est influencé cinématiquement aussi. Cinématiquement aussi. Du Godfather, de plein de choses comme ça. Sachant que Godfather Part 2 aussi, c'est le nom d'un des gars de Infamous Mob. Ouais. G.O.D. Part 2. Sublime Bacardi. Ben oui. Heavy on the Riff. Ah, j'ai oublié. Non, je t'ai dit. Donc, G.O.D. Part 3, aussi King of New York. Ouais. King of New York, bah, Give It Up Fast. Ouais. Le son avec Nas et Big Noy. C'est King of New York. Ouais. On va vous mettre un extrait, je vais vous envoyer ça. On en a parlé à la fois la vidéo de Kendrick par rapport à King of New York, que les gens pensent que dès qu'un mec il dit je suis le King of New York, il pense que c'est le roi de la ville, alors que non, c'est le personnage du King of New York, Christopher Walken. Ouais. Bref, il y a ce truc là où les mecs en jouent aussi sûrement. Frank White. Qui a quand même existé. Hein. En plus. C'est pas un personnage fictif. Ah, ok. Francis White, il a vraiment existé. Ouais, je sais pas. Faut que je fasse des recherches. Non mais du coup, musicalement, le truc c'est que les mecs, comment ils travaillaient à l'époque, j'ai pas plus d'infos que ça dessus, beaucoup plus sur Infamous, mais c'est des mecs qui s'enfermaient dans un studio en particulier ou c'est des mecs qui voyageaient Non, en fait, je vais raconter une anecdote de malade mental. C'est qu'en fait, tout l'album a été enregistré pour la majorité par Mario Rodriguez. D'accord. Mario Rodriguez, c'était un des meilleurs ingénieurs du son de cette époque-là. C'est celui qui a enregistré et mixé tout l'album de Biggie, Ready to Die, Okay. et qui a entre autres mixé le premier album de l'AFF. Et c'est lui. Et qui a travaillé avec Roca sur Élévation quand nous on a fait Élévation, sur lequel moi à ce moment-là je fais de la prod musicale aussi. Donc sur l'album d'Élévation il y a 6 prods à moi. Et donc on se retrouve ouais. Ah ouais. Oui, quand même. Et quand on se retrouve en studio pour les mix de l'album, Mario est colombien, donc ça facilite le dialogue. Et on est avec Roca, Gallegos, et Mario nous sort des DAT. Les DAT, je sais pas si tu te souviens, c'est des cassettes digitales qu'il y avait à l'époque. Et il nous fait écouter des mix, parce qu'en fait, il avait mixé tout l'album, mais il y a des mix qu'ils ont refait faire. Notamment, regarde si c'est G.O.D. ou Hell on Earth qui est mixé par... Hell on Earth, c'est mixé par Axis Recording Studio NYC. Record by Kenny Highfield. Kenny Highfield. Ouais, Kenny Highfield, c'est Still Shining. Ouais, c'est... Still Shining. Mais pas que Still Shining, il y a Drop a Gem on 'em. Non, ça c'est Mario. Hell on Earth, Give It Up Fast et Still Shining. Qui sont pas enregistrés au Platinum Island. Non, ils sont pas au Platinum, mais c'est enregistré par Mario dans un autre studio. Bref, et donc il nous fait écouter tous les mix, dont son mix à lui d'Hell on Earth. Tu vois? Parce qu'en fait, au final, c'est pas son mix qui a été... les mix, except Hell on Earth et Nighttime Vulture. Tu vois? By Tony Smalio. Tony Smalio, exactement. Ouais. Et donc du coup, il nous fait écouter tous ces mix et tout, les prises et machin. Et il nous raconte en fait comment on était laissé en studio. Donc c'est un peu triste en fait, parce que c'est le moment où Avoc il traverse une période un peu difficile dans sa vie, et où il passait les vies en studio, mais qui consommait beaucoup d'alcool, entre guillemets, d'après ce qu'on avait pu comprendre. Donc ça, je l'invente pas, c'est Mario qui nous l'avait dit. Et donc du coup, il bossait beaucoup en studio, et Mario, à ce moment-là, quand Avoc dort, les moments où il dort, Mario reprend ses prods et gonfle les beats. Et tout le délire, si t'écoutes bien Infamous,
comparé à Hell on Earth ou même après à Murder Music, écoute bien les caisses claires, comment elles sont compressées et comment elles pètent. Ah bah en fait, ça, c'est le travail de Mario sur l'album. D'accord. Enfin, c'est ce qu'il nous avait dit. Et je suis pas surpris parce que quand on avait mixé l'album de Rocca, il nous avait fait péter les caisses claires comme on n'avait jamais vu. Il utilisait des compresseurs spéciaux et tout. Et c'était vraiment dingue, quoi. Tu vois. D'accord. Mais surtout, on a passé une soirée. T'imagines, on redécouvrait Hell on Earth. Cet album d'élévation, c'est 2000. Hein. Ouais. On redécouvrait Hell on Earth en studio. Sur les dates de Mario, l'ingénieur du son de... c'était fou, c'était dingue. J'étais dedans, quoi. La machine a remonté dedans. Déjà, nous, en plus, on était plus que fans de Mobb Deep, donc déjà, on se le mangeait dans la tête, et puis c'était trop dingue, quoi. Tu vois. Incroyable. C'est dingue. Mais du coup, je sais pas si tu as des infos sur comment ça se passait en studio. Est-ce que c'est des mecs qui enregistraient avec du monde est-ce que c'est des mecs qui enregistraient vite? Je sais que si tu regardes, moi j'ai eu une expérience, mais c'était beaucoup plus tard, donc c'était pas à l'époque d'Hell on Earth, donc je sais pas comment ça s'est passé sur Hell on Earth, mais pour avoir fréquenté Mobb Deep, à un moment ils avaient un studio dans le Queens où on allait souvent avec mon pote Chase et puis Greg, et on allait souvent les voir là-bas. C'était à l'époque où je crois que ça devait être autour de c'est pas ils sont où tous les albums là? American Nightmare. C'est quoi après Infamy? C'est American Nightmare. Ouais. Donc nous et puis des mixtapes, Free Agent et tous ces trucs là. Ah, la Free Agent, ouais. Donc c'est bon, ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Et donc du coup on allait souvent les voir là-bas. C'est là où j'ai fait mes premières photos avec eux. Enfin là où Littles m'a vraiment branché avec eux et tous ces trucs là. Mais il est vrai que Avoc reste beaucoup, il travaille en studio. Et d'ailleurs il y a un truc, je me demande si c'est pas lié à ça. Mais si t'écoutes Hell on Earth, sur la majorité des morceaux, c'est Avoc qui commence tous les morceaux. Ouais. Oui. Il y a même des morceaux, je me demande à quel point c'est que lui. Je me demande à quel point c'est pas lié sur le fait qu'il fasse les prods et qu'en fonction de comment il est inspiré, il écrit direct et il pose. Et que c'est souvent lui qui commence à part sur Hell on Earth ou G.O.D. Part 3. Même Still Shining, c'est lui qui commence sur tout l'album, c'est lui qui commence tous les trucs. Et il y a un autre truc aussi que je sais, mais ça c'est pour en avoir parlé avec Avoc quand j'avais fait l'interview par rapport à Hell on Earth, c'est que après Infamous, beaucoup de gens ont rapproché Mobb Deep à Avoc le producteur, Prodigy le rappeur. Okay. Et lui, il supportait pas ça parce que lui se considérait toujours comme un rappeur producteur ou producteur rappeur. Et donc il avait beaucoup approuvé là-dessus. Et tous les albums, si tu écoutes Mobb Deep à partir de Hell on Earth jusqu'à les albums suivants, tu sens comment Avoc progresse en rap. C'est un truc de malade mental. De ouf, vraiment. C'est un truc de dingue que tu dis ça parce que moi, justement, j'étais, comme je t'ai dit, j'étais très jeune. Quand je découvre Mobb Deep, pour moi, le leader, c'est Avoc. Et je préférais Avoc parce que j'ai toujours entendu Avoc en premier, etc. Son timbre de voix et tout. Pour moi, et c'est à partir de 2000, 2000 HNIC que je découvre, je redécouvre, mais je découvre en vérité Prodigy vraiment. Mais c'est marrant parce que si tu rappes, si je te demande de me rapper un couplet dans Infamous, Survival of the Fittest ou que ce soit Shook Ones, le premier couplet que tu vas me sortir, c'est les paroles de Prodigy. Et enfin c'est bizarre. There's a war going on outside. C'est normal. Mais parce que tu te rends pas compte de l'impact de Prodigy à ce moment-là. Mais c'est pour ça que tu sens qu'Avoc, il veut pas que ce soit Prodigy, le rappeur, le producteur. C'est pas un duo, c'est pas Gangstar, c'est pas Pete Rock CL Smooth, c'est pas, tu vois, c'est vraiment un groupe. Ouais. Et donc du coup lui il va au taquet sur la rap. En plus il fait des feats parce que sur l'album de Il Nana de Promise, c'est lui qui fait la prod, le but et c'est lui qui fait le refrain et le couplet. Il Nana. Même année, 96. Non, mais Avoc, il a produit des trucs incroyables, enfin. C'est dingue. On le sait, mais ce que je veux par là, c'est que par rapport à Mobb Deep, tu sens vraiment qu'il a pas plus à prouver, mais qu'il est là pour. Qui veut aussi. Et moi, je me souviens très bien qu'il me l'a dit en interview, tu vois. Me dire que c'était important pour lui qu'on ne dissocie pas le rappeur du producteur, mais que ce soit deux rappeurs. Et il s'avère que lui, en fait, il disait que voilà, il faisait tout in-house, que c'était eux, c'était Mobb Deep, c'était Avoc et Prodigy, mais que les beats c'était lui, machin, nanan, mais que malgré tout, et le seul moment où il a délégué les beats, c'est le jour où Alchemist, où Prodigy en fait a ramené Alchemist, quoi. Et qui s'est rendu compte que c'est bon. Que ça correspondait à la couleur de ce que faisait Mobb Deep, mais ça n'arrive qu'après cet album-là, c'est après Murder Music qu'Alchemist il arrive. Mais du coup, t'as eu la chance d'interviewer Avoc. Pour lui, c'est quoi son album préféré?
Parce que, Je sais bizarrement, toujours, on a ce truc-là de dire, ouais, je préfère The Infamous, non, je préfère Hell on Earth. Je suis pas bien sûr qu'il a un album préféré parce que je pense que chaque album a un impact dans le temps dans lequel il est sorti. Hell on Earth, c'est une transition, si tu veux, parce que faut pas oublier que dans Hell on Earth, sur les synthés de Scarface, c'est Avoc qui les joue. Ah ouais. Ouais, c'est pas un sample. Ah ouais, Il reprend la mélodie de Scarface, mais c'est... Et je me demande à quel point il avait pas à la base pris le sample et qu'ils ont été refusés et qu'ils ont rejoué le sample. Et c'est marqué Keyboards, si tu regardes, c'est marqué Keyboards Avoc. C'est un truc de dingue. Et je pense que dans G.O.D. Part 3, non, c'est pas G.O.D. Part 3, c'est dans le morceau avec Nas et Big Noid, Give It Up Fast. Give It Up Fast, il y a des synthés aussi derrière. Ouais, les synthés de King of New York. King of New York. Et du coup, bon, Loud dans tout ça. Là, dans tout ça, c'est quoi leur mot à dire? C'est quoi la direction? Comment ils drivent ce deuxième album? Déjà, ils envoient Rick One déjà. T'as deux gars super importants dedans qui sont Set Free et Shunsy. D'accord. Shunsy, c'est comme le mec qui a ramené Big Pun chez Loud. Parce qu'on dit que c'est Fat Joe, mais la vérité, c'est Shunsy. Shunsy, c'était le manager des DJ des Executioners. C'est un gros producteur musical. Tu vois, c'est lui qui a produit le dernier album de Black Thought de The Roots, qui a produit pas mal de sons sur Joey Badass et tout. Enfin, ça a toujours été un directeur artistique qui a eu son impact sur tous les albums sortis chez Loud. D'accord. Donc, Set Free et Shunsy, c'est des gens vachement impliqués sur tous les albums que sortent chez Loud et spécialement avec Mobb Deep. Tu vois, parce qu'ils avaient la vision, ils avaient l'oreille, ils sentaient le truc. Après, Mobb Deep, c'est quand même des électrons libres. Je pense qu'ils amenaient chez Loud, ils avaient tous, que ce soit Wu-Tang ou eux, je pense sincèrement que le mieux, ça serait Steve Rifkin pour en parler, mais je pense qu'ils avaient tous une totale liberté sur ce qu'ils délivraient. Rifkin, il s'en foutait du moment qu'il délivrait la qualité, la matière, ce que lui voulait. Les mecs arrivaient avec, tu vois. Mais il y a toujours des NR dessus. T'as Scott Free ou t'as Shunsy, tu vois. Ouais, pour driver un minimum, bien sûr. Mais effectivement, comme les mecs, ils travaillent vraiment en autarcie, en autonomie. Comment tu veux, le style, il est tellement marqué, comment tu veux qu'il y ait un mec qui vienne et qui dise non, il peut pas. Attends, il y a un famous membre dans le studio, il y a un truc, mais tu peux pas. Tu vois, c'est compliqué, tu vois. Mais ok. Non, je parler des feats. Parce que les Rick One, les Method Man, les Big Noid, les Nas, on les voit comme ça, mais en fait, c'est des featuring qui viennent pas de loin du tout. Ben non, parce que à part Wu-Tang, ça peut être surprenant un peu quand même, tu vois. Au-delà du fait qu'ils soient dans le même label. Mais si tu veux, c'est deux crews bien différents. Oui, c'est deux crews bien différents, mais il y avait déjà des atomes crochus parce que il y avait déjà Rick One en fait sur Infamous, Ghostface aussi était sur Infamous, et après non, ils sont pas sur Only Built for Cuban Links, mais il y a une entente, et en fait c'est même grâce à Mobb Deep que le Wu-Tang a pu faire la collab avec Nas. C'est eux qui ont fait le branchement. D'accord. Donc en vérité c'est des featuring maison entre guillemets, parce qu'ils se connaissent déjà. Surtout, je crois qu'il est vachement proche d'eux. Ouais, beaucoup Rick One, parce que c'est Rick One qui a fait beaucoup de choses avec eux. Même après tous ces albums-là, ils sont retrouvés sur les Free Agent, tout ça, etc. Mais même oui, il y a un morceau qui date des années 2010, un morceau de Avoc et Rick One. Je crois que c'est 24K Gold. I'm about my business, the one about me. C'est une prod de J Dilla. Ok. Il y a le clip aussi qui va avec. Ah, carrément. Ouais. Donc non, ils ont cette proximité qui est réelle et qui fait que, comme on en parlait tout à l'heure, le fait qu'ils voulaient que RZA travaille sur Infamous et qu'il leur a dit non, les gars, vous avez un style, Avoc, toi tu fais tes prods, Prodigy il sait rapper, toi aussi tu rappes, il n'y a pas besoin que... J'ai réfléchi à ça après, je pense que ça c'est le label qui a demandé ça. Ah ouais? Ouais, parce que... ils voulaient que chacun ait son style. Pour que ça différencie, qu'ils aient une couleur différente que juste la leur sur l'album. Parce que comme ils sont tous sur le même label. Le problème, c'est qu'Hell on Earth, en fait, ils marquent une couleur. T'as une transition entre Infamous et Hell on Earth, même s'il y a beaucoup de sons similaires qui ont la couleur de Infamous sur Hell on Earth, mais tu sens vraiment qu'il y a un côté marqué de ce que va devenir Mobb Deep. Tout ce qui est synthé planant, cinématographique, que tu vas entendre dans plein de trucs, jusqu'à dans Infamy, même dans le son d'Alchemist. Merde, comment il s'appelle ce son qui était le clip le plus ouf là, où ils étaient tournés à Los Angeles avec l'histoire avec les Mexicains où ils veulent voler la thune des... Get It Twisted. Ouais, Get It Twisted. Get It Twisted.
c'est un son dark de synthé, de Moog. Tu vois, qui est vachement sombre, mais c'est un son que tu peux... Incroyable. Mais c'est synthé. Et tu vois, et déjà dans Hell on Earth, tu commences à avoir C'est du vrai, synthé. c'est vrai que ce Tu vois. truc-là. Donc je pense qu'il y a plein de choses. Et puis Avox, c'est quand même un mec qui a peu produit pour les autres. Donc il a suffisamment d'énergie, comme Reza a produit que pour le Wu-Tang. Ouais. Je pense qu'Avox a suffisamment produit pour les gens. Et il a pas beaucoup produit même, tu vois, par exemple, Infamous Mob, ils ont pas beaucoup de sons d'Avox. C'est principalement Alchemist. C'est Alchemist. Où ça a été Seb aussi beaucoup. Tu connais ce Seb, le DJ Seb de Suisse, Moi, qui ça me habite dit à rien. New York et qui a produit beaucoup de sons pour eux, pour Infamous Mob. Pas pour Mob Deep, mais pour Infamous Mob et aussi pour 50, pour G-Unit. Ah, ok. D'accord. Parce que, à ce qui paraît, de ce que Twin Gambino disait, Ouais. la collaboration, en fait, l'univers Mob Deep, Infamous Mob, etc., le branchement avec Alchemist, c'est Twin Gambino qui le fait et qui fait en sorte que Alchemist rencontre Prodigy. En fait, l'histoire elle est plus compliquée que ça. En fait, Alchemist et ALA, c'est le petit protégé de DJ Muggs. Muggs fait une compilation, invite Infamous Mob sur la compilation, c'est Alchemist qui fait le beat. Et donc c'est comme ça, ouais, sur la compilation Soul Assassin. Et c'est comme ça qu'en fait, Infamous Mob connecte Alchemist. Et Alchemist dit qu'il va venir vivre à New York, qu'il est surfan de Mob Deep et tout ça. Et c'est comme ça que Infamous Mob présente Alchemist à Mob Deep. Ah ouais. Quelle histoire. Et Alchemist à la base est fan de Premier, Ouais. plus que tout. T'écoutes les premiers sons d'Alchemist, t'as l'impression que c'est de l'ersatz de DJ Premier, quoi, tu vois. Jusqu'à ce qu'il trouve sa couleur et que sa couleur soit très différente et au final très dark, tu vois. Mais il a une manière particulière de découper les samples et de les jouer, tu vois. Comme Avoc d'ailleurs. Ouais. Je sais pas si t'as déjà écouté le sample original de Survival of the Survival Fittest. of the C'est du Fittest. génie. C'est incroyable. Ouah, pour aller chercher ça. Mais tu sais à quoi ça m'a fait penser quand j'avais incroyable. pensé à ça, à la même manière du sample d'Ice Cream de Reza. Comment Reza Ouais, coupe mais Ice Cream, la c'est boucle de n'importe Ice quoi. Cream. Lui, Ice c'est Cream- abusé. Lui, c'est Non, abusé. mais lui, c'est Non, mais c'est un pareil. savant fou. Lui, c'est abusé. En vrai, c'est Lui, c'est trop, c'est trop. En vrai, c'est Lui, pareil. c'est un Si savant t'écoutes- fou. si t'écoutes Survival of the Fittest, la manière dont il découpe le piano, c'est un Mais peu c'est la même n'importe quoi. manière que Reza a coupé Il a Ice ralenti. Cream dans Il a le mis truc. les. Non, c'est pas possible. Et c'est dingue, tu vois, d'avoir ce style de pouvoir découper un sample comme ça. Ah, c'est clair. Parce que souvent, le problème des Français, quand on voulait copier du Mobb Deep, c'est que tu prenais une boucle de 4 ou 8 mesures, ou 6 mesures. Non, 4 ou 8, pardon. Et puis voilà, ça Et tu la tournait. prenais en entière, voilà. Moi, j'ai des sons de Mobb Deep qui sont jamais sortis, des sons sur mixtape, que nous, on jouait à l'époque de notre émission de radio avec Jerry Wing, tu vois. Sur Génération. Sur Génération, ouais. Sur Génération. Voilà. Mais où nous, on avait que des exclusivités. Et je m'en souviens d'une où il joue un truc, c'est un sample russe, c'est un morceau qui s'appelle Les Deux Guitares, c'est le morceau le plus connu d'une musique, des musiques traditionnelles russes, tu vois. Et comment il avait coupé ce morceau. Non, mais c'était trop dingue. Et je rêvais que de reprendre le truc, comment il l'avait fait, parce que le sample, il était incroyable, comment il l'avait coupé. Et je sais, moi, j'ai reconnu le sample direct parce que je connaissais le morceau original, mais c'était trop dingue, quoi, tu vois. Mais le seul sample qu'ils ont mis une fois qui a été cramé de ouf, c'est le sample de Prince dans un morceau. Comment il s'appelait ce morceau? Comment il s'appelait ce morceau? Bon, je le retrouverai. Mais moi, j'ai plein de morceaux de Mobb Deep qui sont inédits que tu retrouveras sur jamais aucun des albums. Le morceau qui est dingue, que personne connaît, c'est le morceau avec Avirex. Ils ont fait tout un morceau, ils parlent pour Avirex. Le morceau, il s'appelle Avirex Jeans and Gore-Tex. Il est fou, le morceau. Et t'entends le sample. Twas a cold dark night, wicked than a hawk on ice. My heater makes my Avarex lean to the right. Ah ouais. Oh, le son, il est ouf. Le beat, le son. Et Prodigy, c'était Avirex, Jeans and Gore-Tex. Je sais plus, les Gore-Tex, c'était les boots en c'est des Gore-Tex qu'ils mettaient la matière. avec les jeans Guess et les Avirex. Ah ouais. Non, mais de toute Non, façon. mais si tu as fait franchement, je suis très curieux d'entendre ça. Bah, Parce que- on googlera après, tu on verras verra. tous ces morceaux-là de trucs. Mais bon, pour en revenir à Hell on Earth, quand même, parce que c'est de ça dont on Ouais. parle, c'est le tracklist, il est Ouais, tracklist. dingue, Même les quoi. samples, c'est chaud, les Et samples. même Nas, hein, tu sais, tu parles du morceau, comment Nas il rappe dessus, tu sens que c'est le Nas qui devient Nas Esco. Ouais, là, c'est Nas Escobar.
C'est Escobar. Nas Escobar. C'est, Non. qu'est-ce qu'il dit? Got out the airport, the mob pick me up in the pickup. Qu'est-ce qu'il dit? So what's the deal, papi? You know the feds almost got me. He said the Cuban pussy is in my room in the lobby. Yeah. Enfin, il est dingue, Illuminati. Non, mais ouais, c'est. Mais après, tu vois, même Nas, Et tu la sens qu'il manière dont il s'adapte. vient. en plus. Parce que c'est pas vraiment les trucs de Nas, mais il s'adapte trop sur le Mobb Deep, quoi. Alors, c'est ça qui est fort avec Nas, c'est que il y a plusieurs Nas. La manière, il y a Nas sur ses albums. Ouais. Il y a Nas quand on est avec Mobb Deep. Il y a Nas quand on est avec CNN. C'est ça. C'est un autre Nas. Ouais, vraiment. Ouais. Tu vois, il se met plus en mode de gang, en mode de. s'adapte, Mais il s'adapte. Escobar. Ok, c'est ça l'ambiance, vas-y. Let's go. Ok. Mais il y a une manière dont il le dit, tu vois, le flow. Ouais. Et d'ailleurs, ce morceau-là, c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure. Ouais. Pour moi, c'est le morceau qui a influencé Pulp Fiction, d'Oxmo Puccino et de Booba. Ah ouais, hein. Bah ouais. Ok. Il dit Got out of the airport, Ouais, je sors Eh de là, oui. aéroport the de mob pick Bogota. me up. Mais the les mob- gars! The mob Mais les pick gars! me up in the pickup. Il dit après, il dit What's the deal, papi, de Cuban machin. Et qu'est-ce que parle Pulp Fiction de Mais les gars, Oxmo, c'est ça. mais ça, c'est une scène de. Après, ça, c'est moi qui le dis, c'est peut-être pas Mais vrai, moi après, maintenant, tu vois, là où tu m'as remis sur les rails. Mais c'est la scène de quand ils sont dans l'hôtel dans King of New York. Quand il est dans l'hôtel et qu'il négocie avec les Vénézuéliens ou les Colombiens là, les Cubains là. Quand il négocie avec eux et que il dit ouais et tout, c'est bon, j'ai la cam, il teste et tout, bon c'est bleu donc c'est bon, c'est de la pure. Bon maintenant faut me payer. Ah, t'inquiète pas, on va te payer. Boum, il lui donne une valise. Dès qu'il ouvre la valise, il y a plein de Tampax. Il dit mais qu'est-ce que c'est quoi ça? C'est pour boucher les trous de balles, enfoiré. Il tire une fusillade. Mais c'est ça, parce qu'en fait, l'hôtel, il est à côté de l'aéroport. Donc en fait, vu qu'en plus, ils ont samplé le morceau, ils ont samplé une scène de... Ben, je crois que c'est la scène juste après la fusillade, en fait. Le morceau juste après cette scène-là qui sample. Non, mais surtout, après, tu vois, tous les délires avec les Cubains et tous ces trucs-là, c'est qu'à ce moment-là, Scarface, il est tellement influent, Ah, c'est trop. qu'on parle peu de la Colombie. Ouais. Alors que tout vient de Colombie. Ouais. Et tout transit. Et aujourd'hui, on parlerait que du Mexique, par exemple. Tu Oui. vois, si t'as un mec qui va te parler, il va te parler des cartels. des Sinaloa, et tout ça. Là-bas, c'était Cuba. Parce que c'est en plein dans le truc où, après les années 50, quand Embargo, Castro tout arrive ça. au pouvoir, t'as tous les Cubains qui déboulent à Miami. Et puis après, c'est tout le réseau par où transitait la drogue. Bien sûr. Pourquoi? Parce que les autres Cuba, elles étaient protégées. Donc les mecs pouvaient tout faire passer par Cuba, tu vois. Mais et tu sens Clairement. que tout est dit tel que, tu vois. Non mais c'est ça. C'est de ça dont Non, on mais c'est parle. ça. Quand C'est on- bon, là. tu sais, C'est bon, le rap. C'est bon, la culture. Only Blue for Cuban Links, c'est pas c'est ça. que les chaînes. Ouais, c'est pas c'est que les parce chaînes. que, en vrai, c'est par là, tout ce qui vient de Colombie, tout ce qui vient d'Amérique du Sud, ça transite par Cuba, et Cuba encore, après, Port of Raekwon- Miami, Raekwon, ça tu inonde l'écoutes, la... Il parle que du cartel colombien. Il parle que de ça. Il parle que des Colombiens, peu des Cubains. Raekwon, c'est vraiment. Alors que Nas, il parle que des Cubains. C'est rigolo. Mais bon, c'est Chacun a pris lié une à branche. les En vrai. influences de trucs, tu vois, la Aussi les plugs, fascination pour la réussite des drug dealers et du truc, parce que voilà, malgré tout, dans les ghettos, c'est ça qui fascine les mecs, quoi, Ouais, tu vois. Donc, forcément. donc voilà. Enfin, on va pas refaire l'histoire d'Alpo, Martinez et tous ces Ah, trucs-là, laisse tomber. tous ces gars-là. Mais C'est clairement ça, ils sont clairement dans ça. Faut voir le CD, vite fait. Là, si les gars, on rentre. Bon, là, je pense qu'au niveau des anecdotes, au niveau de la pochette. Ouais. Ouais, j'ai trouvé dégueulasse cette pochette. Et d'ailleurs, dans mes CD, la pochette que j'ai mise, c'est celle où il y a marqué Mobb Deep. Non, c'est le de derrière, là, regarde la photo. Où il y a. Non, celle-là, Prodigy. là. Celle-là. Prodigy, non, j'ai mis- ça, c'est la pochette que j'avais, moi. Elle est pliée. Pour toi, c'est ça la pochette, ok. Ouais, Ouais, ouais. parce qu'effectivement, bon, là, c'est un ciel rouge. Je sais pas si c'est avec un les trucs. ciel ou c'est... j'en sais même Non, pas mais il y si avait c'est- un autre truc, parce qu'il t'a parlé avec la terre craquelée avec les ça, corbeaux. ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'il y avait eu ça aussi. Mais ça, pour moi, c'était une blague. Tu vois, Ouais, tu te dis, ouais, justement, pour un créateur, un Même directeur artistique, toi, les photos ton et œil. tout le respect que j'ai pour Shimodu, j'ai jamais été fan de fou de ses photos parce qu'il a pris tout le monde. Ouais. Mais même quand il prenait Wu-Tang et tout, j'étais pas fou des photos, tout ça, tu vois. Mais la photo où ils sont autour de la table, ça pique. Il dirait que c'est vraiment fait. Table en jetable. marbre, Scarface. Les couleurs, elles sont trop bleues, crispy. C'est chelou. Ouais, c'est vrai que, bon, après, peut-être que ça décrit aussi un état, l'album. Enfin, bon, c'est une photographie d'un moment donné. Ouais, c'est une de mise quoi. en scène, Ouais, clairement, ouais, mais bon. Non, mais. Ok. Non, mais c'est important d'avoir ton avis là-dessus Quand parce tu vois qu'effectivement. les photos d'Ilmatic, parce que même Infamous, les photos, elles sont pas dingues. Hein.
Mais c'est déjà Ils sont mieux dans que le ça. métro, ouais. ils sont sur le toit du project pour la couverture, tu vois. Enfin, tu sens vraiment que soit il a galéré de dingue parce que le groupe il est ingérable, ce que je pense qu'il est possible. Parce que moi, la sortie d'Hell on Earth, je suis dans une soirée à New York, c'est ça que j'ai oublié de vous raconter. Une soirée loud à New York et comme moi je les prends en photo, donc en 97, c'était peu de temps après pour la promo d'Hell on Earth. On va dans une soirée le soir et il y a tous les artistes de loud qui sont dans la soirée. Et c'est dans des espèces de ballroom, tu vois, où il y avait une scène. Et en fait, les gens se faisaient prendre en photo sur la scène. Et en bas de la scène, il y avait des spots comme ça. Et arrive Mobb Deep. Et je me souviens, juste avant, il y avait Ghostface qui était là avec deux gars à lui. Donc ils font des photos, hop, ça pose de ouf et tout, très new-yorkais style, quoi. Et après arrive Mobb Deep sur scène. Et mon gars, c'était des pagailleurs. Puis il était défoncé de ouf, il arrive comme ça. Déjà, il voulait pas faire des photos. Donc ils attendaient. Tout le photocall était devant comme ça. Ils attendaient et puis il venait pas. Et tous les autres, ils disaient vas-y, viens et tout. Et il arrive comme ça, il est tout foncedé, les mecs, ils le portent. Et il regarde et il dit ouais, mais moi je veux pas faire de photos et tout. Et là, les mecs, ils regardent les spots et il se met à casser tous les spots sur scène comme ça, à donner des coups de pompe et il pète tous les spots sur scène. Il dit maintenant il y a plus de lumière, on peut plus faire de photos. Des canailles. Ah ouais, c'était un mec C'est comme ça. des canailles, le bout. Ah non, méchant. Ah ouais, une galère. Non, c'était rigolo. C'est des fous. Les Mobb Deep que les gens ont connus après la presse et tout, c'est pas jusqu'à après Hell on Earth, ils ont complètement changé. Bon, déjà, Prodigy, il a eu des gros problèmes de santé, il a fallu qu'il fasse gaffe. Il est devenu vegan. Tu vois, il était végétarien, vegan et tout. Il fumait moins, il fumait plus de gueudreau, il buvait plus du tout. Il avait arrêté l'alcool. Donc forcément, ça t'empêche pas de dire ce que t'as envie de dire, mais ça remet un peu, ça reclarifie les trucs, tu vois. Mais et il le dit lui-même. Hein. Moi, je me souviens qu'il a eu une grosse crise où il a passé un bon bout de temps à l'hôpital, notamment quand ils ont dû tourner pour la promo de cet album et le faire sur scène, où il était incapable d'assurer sur scène. Et c'est pour ça qu'il a fait des examens, parce qu'il pouvait pas aller tous les 3 jours, fallait aller se faire changer le sang, tu vois. C'est une maladie particulière. Ghostface, il a la même maladie que lui aussi. Ouais. Sickle cell anemia. Et c'est une maladie des cellules, en fait. Et c'est horrible parce que ça touche principalement la communauté afro et afro-caribéenne. Et donc, du coup, et je sais qu'après ça, c'est là où il a commencé. Après, ça a été une mode. Mais je crois que c'est Ghostface qui lui a dit, tu vois, il a dit change ton régime alimentaire, change tes trucs, tu verras, tu te sentiras bien mieux. Ben pour la réalisation de Supreme Clientèle, ils sont partis au Bénin et tout, avec Risa. Je sais pas si ils ont fait une cure ou ce qu'ils ont fait, mais vraiment, il avait besoin, parce je crois qu'il faisait du diabète aussi, à ce qui paraît. Non, il a sickle cell anemia. Ah ouais Vraiment, il a la même truc que Prodigy. C'est un problème de cellules. Je crois pas qu'il y ait du diabète. Ah, peut-être qu'il y a du diabète aussi, je sais pas. Je sais pas ça, je sais pas. À voir, à vérifier. Sickle cell, j'en suis sûr, parce qu'il en a parlé. Il a parlé de son changement de régime, il a parlé de plein de trucs, quoi. Eh ben, les gars, j'ai envie de vous dire... Tiercé, rentrons dans le tiercé, parce que en termes de musique là-dessus, c'est intéressant parce que les tiercés, souvent, t'as un tiercé... Aujourd'hui, dans 5 ans, il est différent. Il y a 10 ans, c'était un autre. Mais là, justement, j'ai réécouté bien l'album. C'est horrible parce que j'ai un quintet. Okay. Mais j'ai même un quintet plus, en vérité. Parce que j'ai retiré un morceau du quintet. D'accord. Mais je pense que le quintet, on va se retrouver tous plus ou moins... Ah ouais. Bah vas-y, tu sais quoi, on va commencer par toi. On va commencer par notre Je le prends parce qu'il faut que je... Mais Carmen, tiens, je te le donne. Non, mais je l'ai noté. Ah, t'as noté ton truc, Ah ouais, j'avais fait mes devoirs. Moi aussi, pareil, j'ai fait c'est produit cette émission, c'est produit, merde. C'est pas dans l'ordre. Non, c'est pas dans l'ordre, non. C'est pas dans l'ordre, mais c'est dans l'ordre chronologique de l'album, mais pas dans l'ordre de tout. Non, bien sûr. Moi, pour moi, il y a Drop a Gem on M, c'est obligé. Parce que c'est du Mobb Deep. C'est quand même, c'est un vrai morceau de Mobb Deep dans le sens. Ensuite, il y a Nighttime Vulture avec Raekwon. Parce qu'il est quand même fou, le morceau. G.O.D. Part 8 est obligé. Hell on Earth. Et Give It Up Fast. Avec Nas. Incroyable. Top. Ah ouais. T'as pas fait dans la demi-mesure. Et Can't Get Enough of It, il aurait pu être dans mon top 5. Mais voilà, ça c'est mon top 5. Ok. Vas-y. J'y vais. J'y vais, tu vois. Vas-y. Extortion. Les gars, mais vous faites les malins. Extortion avec Method Man. Mais c'est trop. Non, c'est un bon morceau. C'est incroyable. C'est pas un morceau qui m'a marqué quand je l'ai écouté. Ah non, moi c'est quand j'ai redécouvert l'album, c'est le premier morceau qui m'a frappé. Extortion, c'est trop. Ouais, j'aime bien, mais c'est un morceau d'album ce que j'appelle. Alors moi c'est Extortion. Extortion. Give It Up Fast Give It Up Fast avec Nas et Big Noid.
Hey yo, no, what up with this cat right here, man? What up? Comment il s'appelle lui là? Twin Gambino avec sa voix de rocker. Non, c'est trop. Hey yo, no, what up with this cat, man? Right here, man? What up? C'est trop. Ça, là, ça fait 2. Elle en nerf. Incroyable. The saga begins. Wow, I drew first job, did the first to set it off. Non, c'est trop. Le refrain, c'est trop. Who's next? They're gonna be first. The project, the front line, and the enemy is one time. I ain't gotta tell you. It's what you find in your eyes. Mais Non, c'est ce que trop. ça veut dire quand il C'est dit trop. The Project Frontline. Ben, c'est ce que tu nous as expliqué là, C'est pas que ça, c'est qu'en fait, par rapport aux problèmes sociaux et politiques, la cible, c'est les cités. Bah oui. Ah, ok. Giuliani. Ouais, bien sûr. Genre Parce que faut rappeler, Giuliani, quand il vient pour se faire élire, il a dit oui, vous en faites pas, je vais vous donner des emplois, machin, nanana. Dès qu'il arrive. Politique, zéro tolérance. Mais... Tolérance zéro. Il y avait un reportage, je crois, c'est. Pardon, laisse-moi finir mon tir. Garde ça au chaud. Sinon, je vais me perdre. J'avais dit extortion. Give it up fast. Give it up fast. Et en nerf. Ça fait 3. Apostle warning. Moi, c'est Ron Bryce qui m'a mis dedans. Le couplet de Prodigy, je l'ai étudié. Apostle warning, c'est dangereux. Et si je dois en mettre un 5e, je mettrais Nighttime Vulture. Rick One, ça rate jamais. Jamais. On était chez les Grincheux, big up aux Grincheux. Big up, frère. Ça n'existe pas, Rick One qui se fait laver sur un morceau. Ça n'existe pas, ça. Rick One ne se fait pas laver sur un morceau. Et là, au contraire, il vient. Je ne veux pas dire qu'il sublime le truc, mais son entrée, Non, bien sûr, non. elle est fracassante. Incroyable. Elle est ouf. Comment Ah non, mais les cinématiques. En fait, il y a les cinématiques albums où l'album, faut le prendre comme un film. Il y a les albums inspirés de films ou les morceaux qui sont inspirés de films. Et là, les G.O.D. Part 3, les... C'est marrant que tu l'aies pas mis dans le top 5 quand même. Ah. Non, faut faire des choix. Non, mais ouais, mais... Quintet plus, G.O.D. Part 3. Ouais, Quintet plus. Là, Quintet plus. C'est le mec qui met. Moi, j'ai dit Quintet c'est Give It Up Fast. Mais voilà, Quintet plus. Ok. Donc, Quintet plus. Donc ça, donc voilà. Le truc, c'est que le reportage, c'est une vie à Harlem ou je sais pas quoi, un reportage sur Avoir 20 ans à Harlem. 20 ans à Harlem. Mon gars, France 2. Exactement. Ce reportage Voilà. avec Cameron et tout, avec Bloodshed, perd son âme, etc. Et justement, dans le truc qu'il raconte, Harlem, ce que c'est devenu, après que Giuliani il a fait des promesses sur le plein emploi, le machin truc, il est venu tolérance zéro, répression. Surtout eux, parce que ils ont Manhattan, pris. c'est un coup de gorge. Voilà, c'est ça. Manhattan, le soir, tu pouvais pas te balader en Manhattan. Moi, la première fois que je vais à Manhattan, 91, t'as encore les striptease dans Times Square. Les magasins avec les rideaux en fer fermés, c'est-à-dire que pour rentrer dans les magasins, surtout dans les liquor stores, faut taper à la porte. Le mec, il vient, il t'ouvre. T'as tous les flics à cheval, tous les crackheads, toutes les prostituées dans la rue. C'est la jungle. Et tu comprends pas comment les théâtres de Broadway peuvent se retrouver là-dedans. Et en fait, c'est pour ça que tu sais, t'as des gens qui arrivent en manteau, en fourrure pour aller au théâtre. Et à côté de ça, t'as le vieux craquette tout pourri. Moi, la première fois que je vais à Times Square, c'est 91, c'est encore tard, tu vois. Quand je pense que tous mes potes y allaient dans la fin des années 80, je me demande à quoi ça ressemblait. Mais t'avais que des sex shops, t'avais que des trucs de ouf. Moi, je me souviens d'un magasin sur la 8e avenue, parce qu'en fait, Times Square, t'as tout le bloc, et puis le bloc suivant de la 42e, c'est la 8e avenue. Et c'est la 8e, jusqu'à encore aujourd'hui. Pour moi, c'est la pire station de la ligne de métro. C'est la rouge, c'est la 1, 2, 3. Ouais. C'est la ligne des cas sociaux. Tu vois, je me suis battu sur cette rue. Que des trucs. Et je me souviens d'un magasin de basket qui était à l'angle de la 42e et de la 8e avenue. Le mec avait tout. C'était incroyable. Une petite boutique minuscule, le mec avait tout. Tu lui disais, j'aurais bien voulu telle flight. Il sortait, il venait te la chercher. C'était magique, ce gars-là. Et quand tous ces magasins-là ont fermé, parce que c'est Giuliani qui a voulu que Times Square devienne Walt Disney, c'est Disneyland, quoi, en gros. Tu vois, c'est de la lumière, c'est des trucs, c'est machin. Là, c'était plus pareil. Et j'étais dégoûté, parce que il y avait un des meilleurs magasins de disques qui était sur Times Square, de vinyle. Je sais plus comment il s'appelait. Et il était incroyable. Tous les magasins, tous les scuds que tu pouvais acheter, c'était là-bas. Ah ouais. Non, mais enfin, ce truc-là, on a tous été à Times Square, enfin, pour le coup, après. Et quand j'entends les gens me dire ça, je me dis, j'arrive pas à m'imaginer, parce que comme tu dis, c'est Euro Tu sais même pas comment c'était
dégueulasse. Et il y a une série aussi qui est pas mal, qui le retranscrit assez bien, c'est The Deuce. T'as jamais vu cette Si, série? c'est Douce, ouais, si. The Deuce, parce qu'en fait, cette Deuce, c'est la 42e. D'accord. Mais qui le retranscrit, mais là, c'est de la période des années 70. Ouais. Mais les années 80, gars, c'est la guerre à New York. C'est la guerre. Ah là, je sais que C'est c'était un truc de dingue. Donc, ça se tirait en plein Times Square, les mecs qui dépouillaient les chéris. Enfin, c'était vraiment hardcore de dingue. Donc bon. Et c'est pour ça que Giuliani, quand il arrive, il dit zéro tolérance. Et il vire tous les gars de Manhattan, tous les clochards, tous les ghettos, tout remonte. Ah, forcément. Pardon, excusez-moi, il faut que ça dépasse Central Park. Central Park, c'était que des agressions. Tu vois, donc il vidait tout, tout au fur et à mesure. Ce qui fait que tous les mecs se retrouvent dans leur quartier Keblo. Donc forcément, à un moment, ça explose. Times Square, il y a des policiers partout, etc. C'est super. Non, mais à cette époque, il y avait toujours des policiers. Il y avait des policiers à cheval et tout. Mais c'était pas assez. Calculer que dalle, les mecs, ils pouvaient rien faire, tu vois. Eh ben. Non, mais clairement, il y a des albums comme ça qui te donnent pas envie de. Tu te dis non, parce que autant il y a des albums sombres qui ça te fait rêver, t'as envie d'aller vivre là-bas. 93, à partir de 93, ça commence à changer, mais en vérité, tu sens que c'est encore plus vénère. C'est ça qui est dingue. C'est qu'avant, c'est vénère. Tu vois, quand tu vois les premiers albums de Fat Joe, le Bronx, comment le Bronx s'est détruit. Moi, j'ai jamais été là-bas à cette époque où tu voyais les terrains vagues, les maisons. Tu vois le clip de Michael Jackson qui a fait, comment il s'appelle, Martin Scorsese, de Ambad. Ouais. T'as déjà vu la longue version de ce clip ou pas? Ouais, j'ai vu. Quand il rentre du collège et qu'il rentre dans le Bronx et... C'est ça, quoi. Tu vois, c'est les trucs, les bras zéro, les trucs. Enfin, c'est hardcore. Tu sais, il y a l'insalubrité. L'insalubrité. À cette époque-là, tout le monde avait des maladies qui existaient même plus, quoi. Tu vois, genre la peste et le choléra, quoi. Vraiment, hein. À la fin, début des années 80, c'est chaud, quoi, New York. Et tu vois ce qu'il en a fait, lui, comment ça a dû changer par la suite. Parce qu'il était obligé, il avait remis tout le monde dans leur quartier. Les mecs, ils étouffaient, ils allaient exploser, quoi. Et le nombre de meurtres et tout. Et tu vois, ça donne naissance à quoi en vérité? À Wu-Tang, Staten Island, ça donne Mobb Deep, ça donne des groupes de ouf, quoi. Parce que les gars, ils sont. Et tu sais, quand Trump a été élu, c'est un peu con, mais tous les mecs de ma génération, on a dit ah, peut-être qu'il va y se passer quelque chose de bien dans la musique. Parce qu'on espérait. Ouais, parce que ça fasse le même choc. Ça crée un choc social et qu'il y ait un nouveau style de rap qui sorte avec. Bon, malheureusement, ça l'a pas fait, c'est dommage, mais. Bon, il revient, il va revenir. Hein. Bref. Non, Trump, il reviendra pas, c'est fini. Bah, là, j'ai vu un truc. Mais là, non, ça, il est passé en jugement et tout, c'est mort. Il a plus le droit de se représenter. Enfin bref, bon, on verra. Ton tiercé, tu aurais On jamais verra, fait. je te jure. Drop a Jam on Them. Ben oui. Bloodsport. J'aime Extortion. bien. G.O.D. Portrait. J'ai Tiercé jamais vu plus. l'île aussi. Tiercé plus. Elle en tu mets pas. C'est évident. Mais il faut le mettre. Vas-y. Mais non, mais t'es obligé. Tu fais la chronique d'un album. Mais oui, attends, tu mets pas l'honneur, c'est Non, parce que des fois, il y a des singles, on essaie de pas mettre les singles C'est évidents. problématique. Mais l'honneur, Non, c'est non, non, évident. faut mettre, de faut mettre. single, c'est mettre. l'importance du morceau dans l'album. Faut mettre. Moi, j'ai découvert avec ça, donc voilà. Pour moi, le L'honneur, morceau, c'est le à vinyle part que Drop a Gem on It, tout un album, tout le début de l'album, il est un peu stagnant. Et il y a toute une deuxième partie de l'album où l'album, c'est que des bastos les unes derrière les autres. Et c'est la fin de l'album. Ouais. Paradoxalement. Ouais, il veut te. Elle en Give It Up L'honneur, Fast, c'est abusé. Still Shining, Non, Apostle L'honneur, Warning. c'est ce morceau. Apostle Warning, les gars. Ah! Le couplet de P dans Apostle Warning. Ouais, là, tu me parles des couplets des mecs. Mais moi, je te parle d'une globalité. Beat et ce que les mecs font sur le truc. Des fois, il y a des beats, c'est obscur. Tu vois, il y a plein de morceaux. Là, dans les morceaux que tu as cités, c'est des morceaux, pour moi, c'est la continuité d'Infamous. Ouais. Mais dans les morceaux d'album d'Infamous. Tu vois C'est ce que je veux dire. Tu peux pas faire un top 5 d'Infamous si tu mets pas Survival of the Fittest. Ah non, et je suis c'est impossible. Eh ben, tu pourras pas faire un top 5 de Hell on Earth si tu mets pas G.O.D. Partry et Hell on Earth. C'est la même chose, tu vois. Mais oui. Enfin, ça, c'est mon. Non, bien sûr, Ouais. non, mais on Senti, mais est c'est d'accord, comme ça on que est je le d'accord avec toi. Écoute, Non, les gars, il faut qu'on parle de l'influence de cet album sur le rap français. On a parlé de Give It Up Fast qui aurait peut-être inspiré, selon nous, Opéra Puccino. Non, Putsch Fiction, pardon. Fiction. Moi, pour moi, Still Shining. Non, c'est pas Still Shining. Alors. Attends, laisse-moi. Aussi, c'est Still Shining. Still Shining, ça a inspiré Civilisé pour moi.
C'est Tout possible. my niggas and civilized to civilized. Pour moi, c'est ça. Tout le monde niggas and Tout my niggas uncivilized to civilized. C'est dur de parler C'est pour comme ça mes gars parce que- civilisés ou non. Oui, mais Ouais. c'est ça. Tu vois Mais c'est dur, parce que j'aimerais bien, il faudrait le demander à eux. Voilà. Mais ça serait Oh, écoute, bien de leur Gérardo, demander à eux. à quel Moi, point- c'est le rapprochement que je fais. Tu vois, ce qui C'est serait mon- dingue, c'est d'avoir des artistes de cette époque-là et qui, eux, ont vécu aussi le truc et de leur demander à eux si Ouais. vraiment... Tu vois, c'est comme Hidalgi. Je regarde le ghetto de qu'est-ce que c'est le morceau Le ghetto par la fenêtre. Ah, c'est Nas. Project c'est Windows. Project Windows. Ouais, dans Nostradamus. Les gens crachent sur les non, mais albums. Mais il y a des morceaux incroyables. Non, mais. Ah, mais oui. Genre dans Je regarde ton- le ghetto français. Depuis ma Comment il fenêtre. s'appelle ce morceau Par la fenêtre, le ghetto français. Ah merde. Bon, C'est Hidalgi. Ouais, c'est Hidalgi. Ouais. C'est Project Windows, je pense. Voilà. Ça, Non, mais on est d'accord. Hein. il y a qui encore Il y a celui-là. Et l'autre inspiration, selon moi... Shuriken, l'album de Shuriken, d'où je vis, tu sens l'influence Mobb Deep de fou. IAM, ils s'en cachent même pas. Hein. Tu vois, ils ont apprécié Mobb Deep. Ils ont refait même leur album quand ils ont écouté. Non, ça, tu parles de quoi du micro d'argent Soi-disant. Mais c'est. Non, c'est une- eux, c'est ils une disent que rumeur. c'est en écoutant Mobb Deep Non, c'est une rumeur. C'est une moi, rumeur. moi, je- C'est une rumeur. Eux, ils ont, dans des trucs, ils disent faut voilà, qu'on on cherche, nous a hein. dit que. Moi, je te dis Faut qu'on honnêtement. cherche. Alors voilà, je vais vous donner un scoop. Envoie la dame. Parole véritable. On est avec Xavier. On shoot Ouais. IAM à Marseille. On Ouais. l'affiche. IAM, Akhenaton, spécifiquement. Donc je tiens pas un truc. Hein. Nous pose des questions sur toute la scène émergente parisienne. La Clica, parce que nous on était proches de la Clica, on bossait beaucoup avec eux. Sur X-Men, avant qu'X-Men aille beaucoup à Marseille et se connecte avec eux. Et tu sens qu'ils sentent le danger arriver. Tu vois. Ouais, la nouvelle Donc, mais école, c'est des pas mecs qui rappent. ouais, la nouvelle école. Et en même temps, c'est pas un danger, c'est aussi un truc de se remettre en compétition Ouais. dans une énergie où ils se disent ah ouais, donc maintenant là ça rigole plus, c'est plus juste NTM à Paris, c'est maintenant il y a tous ces groupes là quoi, tu vois. Et tu sens, et ils nous disent bien, hein, ils parlent bien, moi je me souviens bien, hein, donc ça c'est ma parole. Ils veulent dire que c'est pas vrai, moi je leur dirais Non, que mais c'est des le- menteurs, parce que Non. je m'en souviens très bien de cette conversation qu'on a eue, où ils nous parlent bien de tous les groupes, mais c'est vrai que, et qu'est-ce qu'ils font Roca, qu'est-ce qu'ils fait Daddy Lorty, qu'est-ce qu'ils font les X-Men, nanana, et ils nous posaient des questions sur tous ces groupes-là. Et tu sentais, alors je dis pas que c'est eux qui ont influencé le fait qu'ils réenregistrent l'école du micro d'argent, je pense que c'est juste l'état global de la musique à ce Ouais, moment-là. ils ont senti que C'est-à-dire non, ça devient dangereux. Non faut qu'on- seulement il y avait ce qui se passait aux États-Unis avec le bootcamp, Mobb Deep, tous ces trucs-là, et que je pense que eux avaient besoin de se ressourcer musicalement, mais je pense qu'en même temps ils sentaient qu'à Paris il y avait un Roland qui était inspiré déjà de toutes ces influences new-yorkaises. Et que du coup, eux, il fallait que Ouais, Ils rehaussent le niveau de jeu jeu. ils se remettent Ouais. au diapason, mais c'était assez positif en vérité, sûr, parce que bien sûr, c'était bien sûr. un truc où il fallait remettre aussi le groupe en question, et que c'était un moment important pour eux transit. Et d'ailleurs, ça l'a été. L'école du micro d'argent, c'est l'album le plus vendu d'IAM, c'est celui qui De l'histoire du rap français. qui sera cité comme ben non, c'est pas Doc Gynéco. Non, l'histoire du rap français, c'est l'école du micro sur d'argent. la durée, D'accord, sur la bah, tant durée, mieux. ouais. Mais tu sens que c'est vraiment l'album. Et ils ont eu, en gros, qu'ils ont eu raison. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, voilà, parce c'est que ça. ça a tellement marqué. Après, moi, j'étais pas trop fan. C'est marrant parce que je vais dire un truc de ouf. J'ai jamais été fan de Tupac, par exemple. Parce que je trouve qu'autant il Oui, on a écrivait le droit, bien, on a le droit. souvent je trouve qu'il avait un flow dégueulasse et que souvent il était off-beat. Et que les gens ils sont là à idolâtrer Tupac. Moi, des fois, je me disais, mais c'est des ouf. Alors oui, c'est un personnage incroyable, d'une Charisme, culture immense, etc. peut-être plus cultivé que n'importe quel rappeur, qui écrivait des trucs incroyables. Mais par contre, je le trouvais pas bon rappeur. Ouais. Pas bon rappeur du tout. Moi, ça, c'est mon D'accord, avis d'accord, mais personnel. on a le droit de. Et de la même manière, autant je me suis mangé quand ils ont fait leur première la cassette concept. Je vais dire que tout Paris se l'est pris dans la gueule. Quand je te dis se l'est pris dans la gueule, c'est à presque chialer, à se dire que jamais on arriverait à faire un truc de ce niveau-là, quoi. Tu vois. Et par contre, le crawl du micro d'argent, c'était pour moi c'était très abouti, mais peut-être très léché. Tu vois, le morceau avec les Sons of Men et tout ça, truc-là. Ouais. Je le trouvais bien le morceau, mais comparé à ce que moi j'écoutais de Paris à l'époque, qui sonnait vachement plus cru, moins plus grimy, studio, ouais. vachement plus grimy, tu vois, avec des prods plus dégueulasses. Et ben je me disais ah ouais putain, donc ils sont et en même temps c'est normal
C'est-à-dire que c'est IAM. Ils vont pas se remettre à un niveau. C'est clair, ils l'ont donc déjà je rappe fait, dans ma cave et tous ces trucs-là. Faut qu'ils rehaussent le niveau de jeu. Pour moi, qui me faisait à ce moment-là vibrer, c'était le rap qui sonnait pas studio justement, qui sonnait les beats et les trucs même pas mixés. Gars, j'ai écouté la première maquette de Protect Your Neck. C'est mon pote Eric Bamba qui avait reçu ça des États-Unis. Donc avant que Protect Your Neck, Wu-Tang soit signé, machin et tout, il avait cette cassette. Je sais pas comment il avait ça. Wow. Et gars, t'avais l'impression que c'était abusé. La caisse claire a sonné comme une casserole. T'avais l'impression que les gars ils étaient dans sa douche en train de rapper. C'était fou. Et c'était Protect Your Neck. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, l'impact, il était aussi fort que le morceau, comment il a été mixé par la suite. Tu vois? Et ben, des fois, c'est ça aussi qui te donne ce truc. Tu vois, la Clica, en final, quand j'ai écouté, ce qui m'a fait vibrer d'eux, c'était leur freestyle. Tu vois? Les freestyles de ouf qui tapaient. Tu vois, X-Men, en vérité, Time Bomb. Tu parles de Time Bomb. Qu'est-ce que tu retiens de Time Bomb? Tout le monde va dire les freestyles sur Génération. Tu vois? Clairement. Pourquoi? Parce que c'est grimy, c'est live, ça sort comme ça. Et pour moi, le rap français, c'est ça. Tu vois, le kickage, c'est ce qui cache, c'est cette concurrence saine qu'il y avait où les mecs, tu sentais que quand il y en a un qui écrivait un texte de ouf, l'autre derrière, fallait qu'il écrive un texte aussi fat. Et ben, je pense que ça, à New York, ils vivaient la même chose. Et Queensbridge c'est ça le rap, c'est ça le rap qu'on aime en tout cas. Le bon rap qu'on aime, c'est quand les mecs ils se tirent la bourre sur un même morceau et ça fait ça, attends, laisse-moi boum boum boum, et souvent ça donne des classiques. Des classiques comme elle en Des classiques. Ah, bien sûr. Sachant que More Trife Life aussi, ça me fait penser un peu à le morceau Mauvais Oeil de l'album Mauvais Oeil de Lunatic. Il y a des petits... Les influences, la couleur, après, il y a une réalité, tu vois, tous les rappeurs français se sont influencés des rappeurs américains. C'est-à-dire, même si eux-mêmes ont créé un classique, tu vois, il y a toujours une influence derrière d'un truc que tu sens, tu vois... c'est pas mauvais, hein, ce que je dis. Non, mais c'est ça, c'est pas de la critique. Je pense que la Clica, ça a été les premiers, tu vois, ils ont été influencés par le Wu-Tang énormément, par le bootcamp, c'est ça qui les a rendus le plus célèbres, tu vois. Et puis, quand t'écoutes l'album Entre deux mondes de Roca, tu sens que Mobb Deep, c'est l'influence principale, tu vois. Passe me voir à l'angle de ma rue, tu vois, c'est quand même, la manière dont il le dit, tu sens que Prodigy est derrière, tu vois. Il y avait beaucoup de Mike Geronimo, il y avait plein de trucs comme ça, X-Men, Lunatic, tu sais que Lunatic, ils ont été inspirés de Mobb Deep et c'est normal, tu vois, tu peux pas, ça fait partie du truc. Mais de la même manière que nos expressions de tous les jours. Ouais. Toutes nos expressions, c'est des expressions, Yo son. Ouais, mais c'est des expressions jusqu'à aujourd'hui quand tu vois quand on dit tu vois ce que je veux dire, tout le monde que tu parles, tu vois ce que je veux dire, c'est you know me, you know me, toutes les 2 minutes. Maintenant la nouvelle expression c'est t'as capté, c'est quoi? You dig. Ouais. Et t'as l'impression que toutes les expressions américaines elles finissent par être traduites en français. Mais maintenant dans le 9-1 nous c'est autre chose. C'est ça les bails. It is what it is. Tu vois? Ouais, enfin, sauf que là, je préfère c'est ça, les bails d'un genre, mais it is what it is, tu vois, où ils avaient une autre expression que, par contre, les Français n'ont jamais déjà dit, c'était love is love. Ça, c'était très Queensbridge aussi. Ouais. Quand tu voyais un mec et que tu lui disais, bon, on se voit, le mec, il te répondait love is love. Ça veut dire que, ouais, on se voit, l'amour sera toujours là. Il y avait le one aussi. One. Non, mais c'est one love. Ouais. Ça, d'accord. Okay. One, c'est one love, c'est les trucs des Rasta à la base, et puis après, ça a été. One love. Mais d'ailleurs, là, c'est le morceau One Love, tu vois. Love is love. Mais one. Maintenant, des fois, il disait 1000. Tu vois. Il y a plein de trucs comme ça. C'est comme si, toi et moi aussi, et je te dis, ouais, 1 millier. Voilà. Un millier de quoi? Keep it honest. Non, mais c'est vrai. Elle est dingue cette culture. Soit vrai, tu vois. Les gars. Tout est bon. On a fait le tour, qu'on a bien parlé de la sociologie, du contexte. Attendez, j'ai pas fini. Ah. J'ai un cadeau à vous faire. Mais par contre, c'est pour tous les deux. C'est que vous l'encadrez, vous le mettrez dans On va se bagarrer. C'est pour tous les deux. Déjà, parole véritable, Armen. Déjà, la manière dont c'est tagué, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais ils pourront pas le voir, c'est sur de l'argent. Ok. Ah, j'ai peur, carrément. Ah ouais. Le tirage original, hein. Oh là là. Fait que ça, c'est toi, monsieur photo. Non, mais... C'est toi, monsieur photo. Ouais, mais c'est pour vous deux. Alors, en fait, non, mais t'inquiète pas, dès qu'on est dans le prochain studio, dans le futur studio, on le mettra. Regardez-moi ça. Incroyable. Tirage original, hein. Elle est magnifique, la photo. Ce qui est fort avec la matière, c'est que limite, t'as l'impression qu'ils sont vivants, qu'ils vont bouger, quoi. Ils vont bouger. C'est un dingue. Prodigy, malheureusement, mais...
Incroyable. Incroyable. C'est la dernière. Ah, mais merci, Merci beaucoup, Armen. La dernière Vraiment. photo que j'ai faite d'eux. Merci. Vraiment, merci. La dernière photo de Mobb Deep Ensemble. par Armen qui les a offert. Magnifique. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'était bien, c'était bien mon moment. Non Ah non, Mais vraiment, franchement, merci. J'aurais pu le faire dans l'émission d'avant, mais je voulais pas. Honnêtement, ça nous touche. Honnêtement, ça nous Vraiment. touche. Parce que là, c'est la dernière photo. Prodigy, on sait que ce groupe-là, il nous a beaucoup Ah, mon gars. beaucoup apporté dans nos vies, dans nos oreilles de hip-hop head. Hein. Et c'est un groupe mythique, donc ouais, là, on a une photo mythique. Ah, non, on a un morceau d'histoire. Très là. beau cadeau. Écoute ça, on va l'encadrer Non, comme non, il se doit. Tiens, je t'en Monsieur prie, Photo, regarde, oui. on va l'encadrer comme il se doit et ce sera dans le futur studio Parole Véritable que vous pourrez Direct. visiter quand il sera là. Ils auront plein de sous, alors Exactement. avis tous les sponsors, s'il vous plaît. Alors, Vasso Water, déjà, toi, tu vas nous donner un peu de sous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les M&M's. Tac. Putain, j'ai encore shooté l'objectif. Je te jure. Qui en avait dit d'autres Les encore? pop-corn. Les popcorn. Tac. tous ceux qui veulent venir, NordVPN, tous ces trucs-là. Là. Allez. Les gars, merci beaucoup, Armen. Merci Vraiment. infiniment. Merci infiniment vraiment. pour ce C'est un cadeau. grand Tu sais plaisir, pas à quel un grand point plaisir, les ça nous amis. fait plaisir. Vraiment, merci. Ah, ça me fait Ton plaisir d'être là. humilité, ta gentillesse, ta connaissance, ton knowledge et tout, c'est franchement. Après, attention, on a donné nos avis personnels. Hein. Ça se trouve, on C'est se une plante discussion. complètement sur des trucs. C'est une tu discussion. vois, C'est une discussion. chacun, Voilà. Personne n'a raison, C'est c'est de l'art. subjectif. On dit pas que ce qu'on dit, c'est de l'or. Bien Et que, sûr, Non, tout c'est ça, tu vois. subjectif. Mais voilà, ton avis compte particulièrement parce que tu as côtoyé les gens de près, et c'est des époques que tu as vécues. Non, et puis des surtout, gens que tu as Mobb travaillé. Deep, c'est un des groupes avec lesquels on a fini par avoir plus d'affinité, tu vois. Au décès de Prodigy, une semaine avant, je le croisais à Brooklyn et on était encore en train de parler de éventuellement refaire des photos pour son prochain album, son album solo. Je suis en contact avec sa femme, Kiki, parce qu'ils vont sortir des morceaux. Là, ils ont sorti un album récemment, mais ils vont poursuivre un maximum de trucs avec des inédits, tout ça. Avec Avoc, on s'était parlé parce que lui, ils ont un album de Mobb Deep a priori incroyable. Que lui est tout le temps en train de refaire parce qu'il veut que le son soit vraiment bien, parce que ça sera le dernier album de Mobb Deep. Et donc on reparlait éventuellement de ressortir des photos d'archives et des choses comme ça. Donc on verra. Je ne sais pas. Enfin, tu vois, c'est toujours pareil. C'est comme je vous avais déjà expliqué. Entre ce qui se dit et ce qui se fait, il y a deux poids, deux mesures. Mais bon, moi je sais que je suis resté beaucoup en contact. Twin, c'est quelqu'un qu'on considère comme quelqu'un de notre famille chez les GT, tu vois. On a toujours été très proche d'Infamous Mob. Vous recevrez Eric Blaze, je crois, bientôt. Ouais, bien sûr. Eric a déjà produit pour Infamous Mob. Mon pote Chase a produit des morceaux même pour Prodigy et Littles. Un morceau qui s'appelle Capital P. Non, Capital P, c'est le morceau de Eric Blaze pour Infamous Mob, mais Chase avait produit un morceau avec Prodigy avec Littles. Enfin bon, on a toujours eu on a toujours été rapports. très proches Ouais, d'eux et ça a jamais été un truc de flan, de fans, suceurs. On a vraiment, ils le savent, tu vois. Alchemist, je le vois encore aujourd'hui à travers Action Bronson parce que ils sont tout le temps potes, donc on est tout le temps en train de se croiser. Je suis allé à LA récemment pour faire une expo photo là-bas dans laquelle je participais. Les premiers mecs que j'ai invités, c'est Twin et Alchemist, tu vois, donc voilà quoi. C'est beau, c'est une belle histoire. Vraiment. C'est une belle histoire. Le hip-hop, hein, comme Clairement. Ouais. C'est hip-hop. C'est hip-hop. Voilà. c'est magnifique. Mais oui. Écoute, merci Armen, une actualité sur laquelle tu veux communiquer, quelque chose. Pas grand chose, je bosse toujours sur mon bouquin, alors je reçois plein de messages, tout le monde dit ton bouquin. Le problème c'est que mon bouquin c'est 2 volumes. C'est un volume de toute l'histoire du rap français, enfin de ce que moi j'ai vécu dans le rap français, donc la Golden Era, et la même chose en rap américain. Parce que je peux pas mélanger les deux dans un seul livre. compliqué. Donc c'est un travail de fou, énormément d'archives photos. Je veux faire un bouquin de 300 pages. Donc voilà. Et sinon, moi, je participe beaucoup à d'autres livres, notamment aux États-Unis. Je suis un des rares Français à faire partie de ces livres-là, dont un qui s'appelait Contact Eye, que vous pouvez acheter, que je vous recommande, qui est magnifique, en fait, qui explique en gros que dans une session photo, quand elle se shootait en analogue, donc en film, comment tu choisis une photo parmi 12 sur ton film, ou parmi 36, ou comment tu fais pour choisir la photo. Ouais. Donc plutôt que de choisir la photo, on met la photo et la planche contact à côté, pour que les gens voient la session et se rendent compte de tout ça. Donc ça, c'est un livre qui est sorti déjà il y a 2 ans. Mais qui a tourné énormément. Tu vois, on a fait une exposition à Los Angeles, celle dont je venais de parler là. Il y a eu 60 000 visites. C'est énorme pour une exposition, tu vois. Et puis là, sort un nouveau bouquin qui s'appelle Ice Cold,
aux éditions Taschen, qui retrace toute l'histoire de la bijouterie, de la signification des bijoux dans le hip-hop, et dans lequel j'ai pas mal de photos. Notamment de Reza avec sa Rolex avec le W de Wu-Tang dessus, une photo de Fat Joe avec les montres de Jacob. Vous voyez qu'on fait exprès. C'est de ça dont on parle. Non, ça c'est pas celle, ça, c'est celle de Raekwon. Moi je te parle de Reza, elle est beaucoup plus grosse, elle prend toute la truc. Et j'ai ça, il y a Rick Ross avec Triple Six, son premier groupe dedans, donc avec leur première chaîne, Triple Six, Carol City Garden. Enfin, tu vois, il y a pas mal de photos à moi dedans. Et je suis assez fier de faire partie de ça parce qu'en vérité, tout le monde me dit ton livre. Je dis mais moi je suis dans tous les livres, qu'est-ce qu'il y a? Cut Killer, il sort son livre, c'est toutes mes photos qui sont dedans. Manu K, il sort son livre, c'est moi qui fais la couverture. C'est mes photos, en fait, mes archives, elles finissent par se retrouver dans tous les livres. Moi, je suis comme un tagger. C'est le principe d'un tagger, c'est d'être all city. Ça veut dire partout dans la ville. Et moi, quand je faisais des photos dans des magazines, c'était ça mon truc. Qu'on voit mon nom dans tous les magazines. Armen was here. Tu vois ça. Donc au final, faire mon livre, ok, je le ferai. Je sais même pas si c'est moi qui le ferai ou mes enfants, j'en sais rien. Enfin, ma fille, j'en sais rien, tu vois. Mais au final, tous les livres qui sortent aujourd'hui, je suis dedans. Et même quand je suis pas dedans en photo, je suis dedans physiquement. Donc ça, c'est un petit shout-out à David de la place. Mais ouais, tu vois. Enfin bon, en même temps. Ouais, il y a toujours plein de projets, de toute manière, tu vois. Mais il faut que les projets se fassent. Donc des fois, ça sert à rien de parler de projets. Exactement, non, mais exactement. Mais j'apprécie le fait que t'en aies dévoilé quelques-uns, et effectivement, t'es dans tous les livres. Et t'es même dans les chambres des artistes que t'as shooté parce que tes photos. Non, l'autre petite news que je peux vous donner, c'est que là, il y a un album de 13 Coronas qui va sortir le 17 novembre. Alors, je sais pas quand est-ce que ça va sortir. Et que je me suis remis à faire de la prod. Notamment avec nos amis de Just Music Beats. Ah, bah oui. Incroyable. J'avais mis de côté pas mal de samples. Bouddha Chris Oliver, big up. Incroyable, les frérots. Incroyable. Faut qu'on se fasse ça. Il y a du Armeni Blanco, Just Music Beats qui sort bientôt. Incroyable. Sporadiquement, c'est pas un truc dans lequel je veux me remettre à fond comme je l'étais dans le début des années 2000. Mais ça m'a fait c'est un plaisir, toi. C'est comme faire un sport que tu kiffes et puis tu refais ça et voilà. Et donc du coup j'ai contacté Bouddha et le Jimmy Ruckus et je lui ai dit vas-y viens regarde, on refait des trucs ensemble avec Olivier. On a produit quand même déjà 3-4 sons qui sortent là dans le prochain album de 13 Corona. C'est un qui sera dans l'album qui est le son, j'en suis très très fier. Ouh là là, incroyable. Là, ça sent bon. Là, ça sent très bon. On d'impatience là. Ça sent on est vraiment impatient. Ouais, moi aussi. Ok. Bah écoute, on fera des retours. On invite toute notre communauté à aller bombarder les likes et à écouter ces projets. Ces bijoux. Et vous pourrez contacter Armen sur sa page. Hein. C'est un mec accessible, cool, il répond. Vous venez, vous êtes bienveillant, vous êtes poli, il vous répondra. Voilà, bienveillant et poli. Voilà, c'est important. Bonjour Armen, c'est vraiment de la merde ce que tu fais. Au moins il dit bonjour. Bah, ça va, t'as dit bonjour. Et après il met merci à la fin. Bon du coup, je t'en prie. Hein. Bon. Pardon. Parole Véritable Podcast, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, sur les plateformes d'écoute telles que Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Napster, et aussi sur YouTube pour les contenus longs et courts. Toutes les vidéos sont sur YouTube, le YouTube Parole Véritable. Hashtag Parole Véritable, hashtag Parole Véritable Podcast. Remettez des wallabies. C'est très important, c'est très très important. Des wallabies. Faut mettre des wallabies. Faut mettre des wallabies. Bon, maintenant ça finance shoot. Ouais, j'ai retouché. Parole véritable. Et on va dire, c'est quoi cette bande de fous?